la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on va parler de body count. Il faut que j'arrête pas depuis le début de la semaine. À toute fois, je parle de ça. Je dis, j'arrête pas de dire dead count au lieu de body count. Mais non, j'ai pas de cadavre dans mon sous-sol. Inquiétez-vous pas encore. Écoutez, et comme vous savez, je déteste parler tout seul et j'aime beaucoup avoir des invités avec moi parce que souvent les gens sont plus intéressants que moi qui invente des affaires. Donc, on va demander à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Ben, écoute, c'est une question, c'est la question que je déteste en général. Je déteste me la faire poser si je fais un cours RCR. Quand j'étais à l'école, puis qu'on commençait une nouvelle année, puis que le prof nous demandait de nous présenter, ça me faisait royalement chier. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup à dire, puis qu'il n'y a rien à dire dans un certain sens. Puis que, comme avec le body count, comme on va voir dans le show, c'est souvent une question auquel tu n'as pas nécessairement envie de répondre la vérité. Si, mettons, je te demande est-ce que ça va, puis tu me réponds ma vie, c'est de la merde, ma blonde me laissait, mon chat est mort. Tu vas réaliser assez vite dans ma face que c'était pas la réponse que j'attendais. C'était pas ça que je voulais savoir. En fait, je voulais pas vraiment savoir comment tu allais, tu sais. Fait que qui je suis? Ben, je suis un énergumène. Écoute, je suis un master troll autoproclamé. Donc, je suis un personnage qui sévit sur les internets. Mais comme le disent les gens autour de moi, pas tous quand même, mais quand même un nombre non négligeable. On peut parler de masse critique. Dans le fond, je suis quand même une bonne personne. Malgré tout, malgré mon désir de troller, d'attaquer le statu quo, de renverser les fausses idoles et compagnie, je suis quand même, je serais, selon les gens qui croient en moi, animé de bonnes intentions. Et présentement, j'anime un podcast qui s'appelle La Troll Academy. Et effectivement, j'essaie de former la prochaine génération de trolls que j'appelle la IIQ Troll Army. Donc, des trolls intelligibles, des trolls avec du brain power, avec de l'empathie aussi, mais j'ai décidé de brander ça IIQ Troll plutôt que IEQ Troll parce que malheureusement, personne ne parle jamais du quotient émotionnel alors qu'il est absolument important, peut-être même plus important que le QI dans un certain sens. Donc mon armée de IIQ Troll avec laquelle je vais essayer d'accoter Jordan Peterson et Donald Trump qui avaient leur propre armée de trolls. Donc, c'est un peu ça le projet. Sinon, à part de tout ça, moi, écoute, j'ai été un peu un Van Wilder intellectuel dans les universités québécoises. Donc, je suis resté beaucoup trop longtemps pour pas grand-chose. J'ai une belle dette universitaire. C'est c'est mon héritage, en fait, de mon passage dans l'université québécoise. Et puis, finalement, comme le poète Claude Gauvreau, que j'aime beaucoup, qui était un poète automatiste, suicidé dans les années 70 sur la rue Sherbrooke, pas loin d'où j'habite aujourd'hui, Gauvreau s'était fait mettre dehors, comme il disait dans sa correspondance avec un autre doute dont j'oublie le nom, de façon spectaculaire du Collège Sainte-Anne. J'ai moi-même été mis dehors de façon spectaculaire d'une maîtrise parce que, dans le fond, aucun prof ne voulait malheureusement travailler avec moi parce que j'étais trop malcommode et j'avais des thématiques qui ne fitaient pas dans ce qui était recherché. Ou qui peuvent être vus comme problématiques, entre parenthèses. Exact. Moi, personnellement, écoute, tout d'abord, avant qu'on embarque dans le sujet du body count, je veux juste dire que c'est un de mes auditeurs qui m'a recommandé de checker tes affaires, puis puis qui nous a recommandé de faire une collaboration. Philippe Marchand, je crois. Oui, c'est exactement, Marchand. Et moi, avant ça, je ne te connaissais pas du tout et j'ai été voir justement ce que tu fais sur YouTube et tout ça. Et j'aime bien le principe de ce que tu expliques par rapport là, au IQ trolling, là, que tout ça. Je trouve que c'est fait quand même de façon intelligente et c'est rafraîchissant par rapport au niveau de trolling auquel je suis habitué de voir dans la vie. Là. Et je veux admettre une chose, j'essaie de me forcer à bien parler parce que je trouve que tu as une verbe incroyable. Genre, j'écoute, tu utilises des mots, des verbes, tout ça, j'étais comme. Ça m'a même un petit peu intimidé, pour être honnête. Mais pourtant, man, je pâtis de l'effet Dunning-Kruger, qui est ce phénomène-là observé que, dans le fond, les gens, souvent au-dessus de la moyenne, donc avec un certain potentiel intellectuel, sont souvent aux prises avec des doutes énormes sur leur capacité réelle, tandis que les imbéciles sont pleins de certitudes et ne cessent, comme on peut le voir à la TV et en politique, ne cessent de se faire aller la trappe. La politique, d'ailleurs, qui est une espèce de concours de beauté pour Jean Lay. Je pense que tu as sûrement déjà entendu cette blague-là. Non, mais je l'aime en esti. Ouais. Excuse-moi.
Non, ça va. Fait en fait, moi, j'ai de la misère à m'écouter. Quand je m'écoute, j'entends un macaque en train de hurler tout en lançant des bananes à l'autre macaque qui est dans l'arbre en face. Mais je trouve que c'est plus passionné, genre, tu sais, c'est comme, c'est de la passion, puis c'est le fun à voir, tu sais. C'est comme, t'es dedans, tu crois en ce que tu fais, puis t'es dedans, là. Fait que c'est ça qui est le fun. Et moi, réciproquement, j'ai écouté quelques-uns de tes épisodes aussi, puis j'étais content de découvrir, en fait, quand même une grande empathie, une authenticité que tu avais avec tes invités. Vous discutiez de sujets qui sont des sujets quand même importants, qui doivent être discutés. Puis dans le fond, vous le faisiez de manière honnête, de façon très sincère. Fait que j'aimais ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Mais c'est ça que j'aime, dans le fond. C'est ça pour laquelle moi, j'ai parti un podcast. Je voulais vraiment juste avoir des conversations sur un peu n'importe quoi avec des gens. Fait que puis, tu sais, j'aime dire, les gens me disent, ouais, mais y a-tu des sujets que tu veux pas faire ou tout ça? Puis je suis comme, écoute, je vais donner un exemple, j'haïs le hockey pour mourir, là. Mais quelqu'un me dirait, ah, je veux venir te parler de hockey, je serais quand même intéressé, tu sais. Mhm. Mais merci. Bref, c'est ça. C'est un merci qui a comme viré de bord, genre. Mais bref. Et pas de trouble. Et écoute, donc aujourd'hui, je t'ai invité et tu m'as proposé le sujet, le body count. Ouais. Tu en as parlé quand même un petit peu déjà avec des gens comme que tu me disais, mais Des gens infréquentables dont on ne oui, nommera pas le nom pour ne pas te mettre dans le trouble. exactement. Mais écoute, la chose qui m'a vraiment perturbé, c'est parce que à la base, quand tu me dis body count, je ne savais pas c'était quoi. Il a fallu que je demande à mon coloc. Je me suis senti un petit peu stupide. Puis là, il m'a expliqué ah, c'est quoi. Puis là, OK. Puis depuis, comme je l'ai dit tantôt, j'arrêtais pas de dire dead count au lieu de body count. Mais pour les gens qui peut-être ne sauraient pas c'est quoi un body count, comme moi, malheureusement, c'est quoi un body count? Ben, le body count, en fait, c'est tout simplement le nombre de partenaires sexuels. Donc, c'est une expression anglophone un peu de type Urban Dictionary, donc du slang, qu'on emploie en fait pour parler du nombre de partenaires sexuels qu'on a eu dans sa vie. Ça fait référence, c'est pour ça que tu fais l'amalgame de façon subconsciente, l'amalgame avec un nombre de dead bodies dans ton sous-sol. C'est parce qu'effectivement, body count, c'est pour dire le nombre de corps, donc le nombre de cadavres qu'on peut retrouver sur une scène de crime. Et c'est utilisé un peu comme, par exemple, mettons, quelqu'un qui va finir une bouteille de vodka, une bouteille de fer, il va dire c'est un autre cadavre. Je pense que les Anglais aiment bien ce terme-là de cadavre, de corpses ou de body count, je ne sais pas pourquoi. Ils aiment ça la mort, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de shooting dans leurs écoles. Ils aiment ça, tu sais. C'est vraiment de l'humour noir, là. Je m'excuse. Euh... Tu t'adresses au Master Troll en passant. oui, non, je sais. I can take it. Je sais, mais tu sais, ça, c'est une affaire des fois, j'ai comme. On dirait que quand mon trolling arrive au niveau plus dark, on dirait que je l'assume un peu moins, tu sais. Mais bon. Tu as peur c'est la pression des pairs. Je pense que oui. Ben, c'est parce que j'ai comme un groupe d'amis qui comprend mon humour noir, puis je peux leur dire n'importe quoi, puis ils vont rire. Mais ça marche pas avec tout le monde, tu sais. Mais moi, je vais te dire, à part d'être un expert du trolling, je suis également un expert des tests de personnalité comme le MBTI. Puis Oui. ici, dans le fond, d'après moi, c'est que si tu mets autant d'emphase sur que tu pourrais choquer les gens autour de toi, c'est que dans le fond, tu es plus ce qu'on appelle un person people, tandis que moi, je suis plus un idea guy. Donc, moi, je suis plus un intellectuel, je m'intéresse plus aux idées, mais toi, dans le fond, tu t'intéresses plus aux gens. Fait que moi, finalement, si c'est un bon troll, je vais le dire, parce que pour moi, je valorise le troll. Mais toi, dans le fond, tu vas valoriser les gens qui vont entendre le troll. Fait que c'est sûr que si eux, ils n'ont pas de plaisir, ben dans le fond, toi, ça va plus t'affecter que moi. Mais j'ai appris à développer mon affectation liée finalement au feedback que les gens me renvoyaient justement pour pas me mettre les pieds dans les plats là, puis avoir un comportement suicidaire socialement. Oui, puis je sais qu'avant, tu avais quelqu'un qui te ramenait un peu les pieds sur terre, que tu disais, puis que maintenant, tu ne l'as plus. Donc, j'imagine qu'il faut que tu fasses la job tout seul à cette heure. Mon ancien co-animateur, il y avait bien du monde qui avait peur de ce qui allait advenir de moi, tu comprends, sans lui. Puis même de lui sans moi, dans un certain sens, parce que lui, c'était dangereux, finalement, qu'il devienne trop pogné du cul, trop corseté, s'il n'y avait pas quelqu'un pour le challenger. Oui. Mais, non, ça va. Je pense qu'on finit par... tu sais, la nature étant bien faite, je pense qu'on compense un peu comme un aveugle, par exemple, qui va développer ses 4 autres sens. Là. OK. Écoute, moi, je vais embarquer un petit peu, comme je t'ai dit avant qu'on commence le podcast, j'ai fait une espèce de mini-sondage maison vraiment pas scientifique par rapport au body count. Et j'ai trouvé comme résultat, selon ce que les gens m'ont répondu, que c'est quelque chose selon lequel les hommes hétérosexuels accordaient plus d'importance que les autres personnes. La plupart des personnes homosexuelles à qui j'en ai parlé, ils m'ont répondu
c'est une affaire de straight. Donc, j'étais comme, ah, OK, OK. Et la plupart des femmes m'ont avoué mentir sur leur body count. Elles t'ont avoué qu'elles mentaient. Oui, qu'elle ne disait jamais, elle ne disait jamais le vrai body count. Genre, c'est quoi le vrai? Celle-là est bonne. En passant, les femmes avec des low body count ont moins de réticence à le dire parce que justement, le backlash anticipé est moins fort. Tandis que plus le body count est élevé, plus elles anticipent le backlash. Donc finalement, effectivement, l'homme hétérosexuel qui s'obsède avec ce critère-là, ce standard-là personnel, si on me permet de l'appeler comme ça, ben, il se tire dans le pied parce que puisque la réponse attendue est une réponse négative, peut-être même un deal breaker, ben effectivement, la fille ne va pas le dire. Moi, je pense que les femmes qui ne veulent pas finalement révéler cette information-là devraient quand même accepter que ça dérange leur partenaire puis qu'en fait, elles ne devraient pas lui donner un faux nom. Elles devraient dire, regarde, je ne répondrai pas à cette question-là. Puis, dans le fond, c'est à toi de décider si tu veux poursuivre malgré tout sans avoir l'information, tu comprends? Mais je ne pense pas que mentir soit la solution, là. Mais je ne pense pas non plus parce que d'une certaine manière, mais ça c'est ma vision des choses, si le gars n'accepte pas le nombre de personnes avec qui tu as couché, il y a peut-être plein d'autres affaires qu'il n'acceptera pas non plus, tu sais. Je veux dire, fait que si tu es une personne, si tu es une femme ouverte, libre avec sa sexualité, puis qui aime tout ça, ben c'est peut-être pas vers le genre de gars que tu devrais aller, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, moi, un terme que j'utilise souvent, c'est le terme de constante anthropologique. Puis les constantes anthropologiques, finalement, c'est des trucs qui remonteraient à la préhistoire. Donc, des choses que nos ancêtres, avant l'agriculture, donc avant le néolithique, faisaient déjà, qu'on a conservé, comme par exemple la violence masculine, la violence qu'on retrouve chez les hommes. La violence physique, malheureusement, en termes psycho-évolutionnaires, c'est un trait comportemental qui remonte à cette époque-là, mais qui avait son utilité jadis, qui aujourd'hui l'a beaucoup moins, mais malheureusement, l'être humain évolue sur des tranches de 10 à 15 000 ans. Là, je parle de nos corps. Donc, tu sais, c'est sûr que juste dire comme « Ah, pourquoi les hommes sont aussi violents puis vous devriez être moins violents », c'est parce que ça ne fonctionne pas de même. C'est parfait, c'est inbuilt dans notre cerveau, dans notre cervelle. Puis parlant de constante anthropologique, il y a chez nos ancêtres ce désir-là d'être, ben encore aujourd'hui en fait, mais le désir de paternité. Donc, de s'assurer que les gènes qui sont transmis sont les siens. Et à une autre époque, la seule manière de s'en assurer, c'était finalement d'avoir une femme vierge. C'était de contrôler la sexualité de la femme. Donc, à ce moment-là, on était certain que c'était nos gènes qui avaient été reproduits. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une espèce de jalousie liée à ça. C'est qu'il y a un inconfort, il y a une angoisse existentielle, oui, chez les mâles hétérosexuels par rapport à ça, mais il faut essayer de la comprendre. C'est lié à un besoin que la femme n'a pas parce qu'elle est assurée de la maternité. C'est-à-dire que, dans le fond, personne... Ben là, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus ambigu, là. On pourrait imaginer des trucs assez wack. Probablement que ça s'en vient dans quelques années. Des femmes qui vont se faire inséminer à leur insu. par des ovules fécondés par des spermatozoïdes étrangers. Écoute, rendu là, à ce moment-là... je sais comment tu peux. Attends, comment tu peux. Là, ça va m'obséder. Comment qu'on peut inséminer une femme par accident, genre comme ça, qu'elle s'en rende compte? Non, pas par accident. Il y a du monde qui se réveille dans des bains de glace, il leur manque un rein, dans le fond d'un motel miteux. Tu as déjà entendu ça? Oui. Là, imagine, tu as des femmes qui vont, à un moment donné, apprendre qu'elles sont enceintes. Mais t'imagines-tu le drame? Ben, surtout si c'est subtil parce qu'elle va apprendre qu'elle est enceinte et là, elle va se dire. Ben voyons donc, puis là, elle va penser. Puis en même temps, la plupart des femmes ont des rapports sexuels quand même fréquents ou infréquents, mais tu sais, je veux dire, de se dire, OK, elle va peut-être se dire, je suis allée dans un bar, tu sais, mettons là, tu veux inséminer une femme de cette manière-là dont je suis en train de parler. Tu vas dans un bar, tu ramasses une fille, tu as la drogue. Là, évidemment, tu la mets dans le laboratoire, tu l'insémines, patati patata. L'affaire, c'est qu'elle, elle pourrait penser qu'elle s'est fait draguer au GHB, qu'elle s'est fait violer, puis qu'elle tombe enceinte de cette façon-là. Donc là, ça règle le problème de comment ça se fait que je suis enceinte, j'ai pas couché avec personne depuis 3 mois, blablabla. Là, elle est enceinte, elle se dit, et là, mettons, elle se dit, ben, tu sais, je vais garder l'enfant. Mais ça, en même temps, ça, c'est compliqué pour le gars. C'est compliqué pour les terroristes qui ont mis enceinte cette fille-là. C'est si elle décide de se faire avorter. Donc, il faut que tu fasses ça dans les États du Sud aux États-Unis. Au Texas, en Alabama, tu fais ça là, ils ne peuvent pas se faire avorter. Donc là, tu es sûr que tu es correct. Puis quand la fille, elle arrive pour accoucher, ben, ce que tu fais, genre, c'est que tu voles le bébé dans l'éternité. Mais c'est quand même un plan qui est sur un moyen temps, là. Ouais, c'est 9 mois au moins. Au minimum. Ouais. Puis il faut que tu appognes au bon moment pour qu'elle tombe enceinte. Il faut que tu l'aies espionné une couple de temps avant aussi. Là. Mais non, mais en fait, c'est toi qui l'insémine.
C'est ce que tu fais, c'est que tu fécondes un ovule in vitro avec un Ah! spermatozoïde Oui, OK, ouais, et tu wow. lui implantes cet ovule-là dans son utérus. Fait que Wow. finalement, le matériel génétique de l'enfant, il n'est pas celui de la mère. C'est ça l'affaire. OK. C'est l'étape que j'avais manquée. Moi, dans ma tête, Ouais. il y avait c'était l'ovule de la femme encore, mais euh. Mais est-ce que ça compte dans le body count? Hey, c'est une vraiment bonne question. Mais C'est en même un gars temps, qui est inséminé artificiellement, mais il faut que tu fasses plus 1 à ton body count. mais en plus, c'est pas vraiment un plus 1 parce que tu as été inséminé, mais tu ne sais pas que tu as été inséminé, fait que tu fais juste en rajouter un qui n'existe même pas pour vrai. Ouais, c'est ça, effectivement. Oh my God, c'est comme l'inception de l'insémination. Ouais. Arc. Mais pour faire un petit point par rapport à ça, il y avait un docteur gynécologique là, que sa job, c'était ça, d'inséminer des femmes qui veulent tomber enceintes, des femmes célibataires ou tout ça, et il n'utilisait jamais le sperme des hommes que les femmes choisissaient ou des maris de l'homme, il utilisait le sien. Ah ouais. J'ai vu le film. C'était dans une clinique de fertilité juive, je crois, à New York. Mais c'est intense pareil, là. Tu sais, à quel point il faut que tu veuilles avoir une descendance pour faire ça? Ben, il y a des mâles comme ça, je pense. Tu sais, des mâles comme Gengis Khan et compagnie, ça doit être lié au taux de testostérone, mais tu sais. Puis Elon Musk est comme ça aussi. Hein. Elon Musk a 10 enfants, 10 enfants and still counting. Il met Oh des my femmes God. enceintes. Dès qu'une femme veut se faire inséminer par lui, il doit y faire signer une coupe de contrat. Il promet un certain montant d'argent, comme Trump aurait donné 130 000 $ à Stormy Daniels. Ça, c'est dans les médias là, présentement pour ceux qui suivent. Donc c'est ça. Elon Musk est un Gengis Khan moderne. Puis il y a des hommes comme ça qui veulent absolument propager leur génétique. Ça les obsède. Mais est-ce que ces hommes-là qui inséminent des femmes, est-ce qu'eux autres le comptent comme un body count, par exemple? Oui, parce que j'imagine pas Elon Musk faire de l'insémination artificielle. Mais Il fait ça naturel. Mais je sais pas pourquoi. Je tends à assumer qu'il le fait naturellement. À la bonne franquette. Mais en même temps, je verrais pas pourquoi il y aurait des réticences à le faire par insémination artificielle. Tu sais, admettons, la fille a dit écoute, moi, je veux tes gènes. Donc, je suis prêt finalement à reproduire tes gènes, mais j'ai pas envie d'avoir un coït avec toi. Donc, j'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle avec toi. Fait que dans le fond, toi, tu t'éjacules dans un bucket. On s'en va à la clinique d'insémination, that's it. Moi, tu viens de dire le bucket, l'image que j'ai eue, c'est un gros seau rempli, genre. Puis après ça, comme. Je voulais dire comme, mais c'est bucket. Je sais pas si c'est une humiliation pour Elon Musk que, mettons, une femme, elle dirait ça. Ben, je pense que ça peut être une humiliation pour presque beaucoup de personnes là, quand quelqu'un te dit qu'il n'est pas intéressé, il ne veut pas coucher avec toi. Là. Tu sais, ça peut être insultant, mais lui, il ne doit pas être habitué à se faire dire ça, par exemple. Non, c'est clair. Je veux dire, une personne qui a déjà vécu du rejet comme moi, peut-être toi, je ne sais pas, tu sais, on sait à un moment donné que non, c'est non, puis que, tu sais, comme on passe à autre chose. Mais lui, pas sûr, pas sûr. Il doit vouloir trouver comme l'espèce de côté, genre, ben, je vais l'avoir au final, là. Comme, il doit trouver un peu d'argent là-dedans. Là. Quand tu as de l'argent, tu peux faire n'importe quoi, apparemment. Là. Mais là, on en revient en fait à un problème qui touche le body count directement. C'est que quand tu as un rapport sexuel physique, donc un vrai rapport sexuel à l'ancienne, si on se base sur le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, tu sais, dans le futur, dans le fond, plus personne ne copule. On est dans la réalité virtuelle, puis finalement, je pense que les individus se reproduisent par parthénogenèse, comme la menthe religieuse, en tout cas, peu importe. Mais l'affaire, c'est que quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est que tu sécrètes de l'ocytocine, qu'on appelle de façon plus coutumière l'hormone de l'attachement. Oui. Et dans le fond, c'est que tu développes un lien affectif. Là, il y a toute une théorie par rapport au body count que les hommes, chez les hommes, excuse-moi, ce phénomène-là est moins prégnant, moins intense, moins problématique que chez les femmes. Donc, c'est pour ça que les hommes pourraient avoir des body counts plus élevés sans être hypothéqués psycho-affectivement à terme, parce que les hommes, finalement, s'attachent moins. Donc, c'est comme s'il y avait comme une meilleure gestion de l'ocytocine dans notre organisme, tandis que la femme a tendance à plus s'attacher dès qu'elle a un ou quelques rapports sexuels. Parce qu'il y avait une fille, j'avais fréquenté une fille qui étudiait en biologie il y a très longtemps, puis elle m'avait dit qu'elle couchait jamais plus que 3 fois avec un gars avec qui elle savait qu'elle ne voulait pas être en couple, parce qu'après ça, tu développes de l'attachement.
t'embarquer avec de l'attachement. Fait que dans le fond, les affaires d'avoir des amis avec bénéfice ou des fuck friends, ça peut pas nécessairement être bénéfique pour les femmes non plus si ça développe plus intense que ça, là. Ben oui, ben c'est parce que Fuck Friends, ça, c'est un truc d'ado pour moi. Fuck Friends, c'est immature, c'est ridicule. Fuck Friends, c'est un truc froid. Chez un adulte, c'est immature, c'est sadique, c'est froid, c'est déconnecté de la réalité. Puis après ça, chez les ados, ben, c'est un peu plus de leur âge, si tu veux. Oui. Et Friends with Benefits, c'est drôle, j'en ai parlé cette semaine. C'est que pour moi, en théorie, c'est la relation qui me semble la plus parfaite, la plus optimale, la plus intéressante. Tu comprends-tu? Genre, elle me semble flawless, bulletproof. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que à cause de la règle que la fameuse fille en biologie m'avait dit, c'est que quand tu couches avec une personne, tu tends à développer des sentiments pour elle. Homme comme femme. Je connais quelqu'un qui a plusieurs amis avec bénéfice. Puis, tu sais, c'est vraiment des personnes avec qui il est ami et de temps en temps, ils ont du sexe. C'est pas le booty call du fuck friend, là, tu sais. Ça finit toujours en drame, là. Ça finit toujours en drame de, finalement, c'est toujours l'autre gars qui tombe en amour de mon coloc, genre. Puis c'est comme, ça fait tout le temps du drame. Puis là, lui, il était comme, oui, mais je t'avais averti, je veux pas de relation sérieuse. Puis là, l'autre, il est comme, oui, mais là, j'étais d'accord, mais là, je suis tombé en amour, puis là, blablabla. Puis, sérieux, puis moi, des fois, je regarde ce drame-là, puis je me rappelle, je suis comme, ben finalement, j'en veux peut-être pas d'amis avec bénéfice. Ouais. T'es homosexuel, toi aussi? Oui. Okay. Je voulais dire ça tantôt par rapport au gay. Mais là, dans le fond, c'est sûr qu'il y a déjà le lien à faire, comme j'expliquais, que les hommes ont tendance à s'attacher. Donc, meilleure gestion ou plutôt meilleure absorption de l'ocytocine dans notre système. Là, c'est une théorie que je lance comme ça, je ne sais pas. C'est à vérifier. Mais l'affaire, c'est que le body count, c'est fortement lié à la perspective de la relation à long terme ou du mariage. Aujourd'hui, c'est un mariage optionnel, mais la relation à long terme, donc l'engagement. C'est-à-dire que, puis ça, dans le fond, ça pourrait être vérifié facilement par un vox pop. J'ai posé un peu la question autour de moi, puis ça allait dans cette direction-là. C'est que si tu demandes à un homme, est-ce que, dans le fond, tu aurais autant de réticence par rapport au body count d'une fille qui ne serait qu'une friends with benefits, une fuck friend, ou dans le fond, pour du casual sex, ils vont te répondre non. Mais si, dans le fond, tu leur dis pour être en relation officielle, official, donc présenté à papa, maman, aux amis, blablabla, on s'affiche ensemble sur Facebook, là, il y a des réticences. Parce que le problème, en fait, puis ça, moi, ça me touche ça, je le comprends un peu, ce problème-là, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec une de mes ex il y a quelques années. C'est une fille qui a couché avec plein de gars autour d'elle. Des gars à sa job, le voisin, des amis. Fait que l'affaire, c'est que là, t'es amené à côtoyer du monde qui sont, plus c'est une expression douillette là, pour des gens qui n'ont pas ce ressentiment-là par rapport à la chose, mais des frères de queue. Oui. Il y avait ça, genre des frères de queue, me semble. Fait que, mais c'est pas le fun, parce que l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont couché avec de façon casual, mais toi, tu essaies d'avoir une relation avec. Fait que là, il y a comme une espèce de sentiment de dîner de con. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Puis tout le monde le sait. Tout le monde le sait, puis il y a la fille qui te ment, la fille qui dit que toi, t'es le suprême amant, puis que t'es génial, puis que t'as une plus grosse bite que les autres, puis qu'avec toi, c'est différent. Mais moi, je me dis, l'affaire, c'est que j'ai été aussi à la place de d'autres gars, comme je me souviens une fois, il y a une fille, elle a mis fin à sa relation au téléphone avec son chum devant moi, puis on a couché ensemble après. Oh my God! Mais l'affaire, c'est que je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi être dans les deux positions. Oui, OK. Je sais exactement ce que ces gars-là se disent. Ils sont morts de rire. Ben, je comprends. Écoute, mais au moins, elle l'a laissé avant. Oui, il faut lui donner ça. C'est pas tout le monde qui a cette gentillesse-là, tu sais. Moi, mais attends, et là, on peut finir l'histoire. C'est que je l'ai revue un an ou deux après, cette fille-là. Puis elle était revenue avec le gars. Puis là, elle avait été invitée dans un party où c'est qu'elle était. Puis les deux étaient ensemble. Puis la fille, elle me regardait, genre, puis ses yeux envoyaient des rayons en voulant dire, genre, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Puis là, moi, j'étais comme, inquiète-toi pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans la meilleure position. Oui. En tout respect du gars que j'appréciais, mort de rire, moi, dans ma position, tu comprends? Mais l'autre côté, est-ce que l'autre gars, il était au courant ou... Je pense pas. OK. Mais imagine si lui avait été au courant, le malaise, là. Tu sais? Parce que des fois, je vais te dire, tu la vois, la petite jalousie de je sais que tu as couché avec cette personne-là, genre. Puis il y a tout le temps une espèce de petit. Une espèce de tu sais, comme il veut quand même avoir l'air plus mâle que l'autre, l'espèce de je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais vraiment, tu sais, le niveau. Oui, tu as couché avec, mais c'est moi l'alpha en ce moment, genre. Ouais.
Je sais pas si c'est fait. C'est comme. J'essaie d'exprimer quelque chose que je suis pas capable. Le gars qui a juste couché avec la fille puis qui n'a pas eu à s'engager, lui, il est dans une logique de cheap sex. C'est le titre d'un Ouais. livre que j'ai lu récemment pour me préparer sur ce sujet-là. Cheap OK. sex. On est à l'époque du sexe le moins coûteux de toute l'histoire de l'humanité, sauf peut-être à l'époque des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, un homme moyen, quand je dis moyen, c'est moyen de taille, moyen de salaire, moyen physiquement et compagnie, peut quand même se trouver des partenaires sexuels s'il fait un minimum d'effort de se mettre sur une application de rencontre et d'avoir des photos décentes. Il peut se trouver un partenaire sexuel. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, dirait-on aujourd'hui, peut-être moins de nos parents, non, à l'époque de nos grands-parents, comme Gatsby dans le livre du gars, là, j'oublie son nom, mais The Great Gatsby, le film. Oui, le film. Il y a eu le livre puis le film avec Léo DiCaprio, là. DiCaprio, ouais, c'est ça. Tu sais, lui, en fait, c'était un gars qui n'avait pas une crise de scène après être revenu de la guerre, puis il est en amour avec une fille. Puis là, il s'est dit, si je veux pogner cette fille-là, il faut que je me bâtisse un nom. Parce qu'à l'époque, si tu voulais avoir accès à du sexe de qualité, donc comme dans un film que j'avais écouté, genre à une belle petite chatte, genre tête puis rose, comme disait Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, si tu voulais avoir accès à ça, ben, ça te prenait une réputation, ça te prenait un nom, ça te prenait une carrière. Il fallait que tu édifies quelque chose. Donc, les hommes avaient un incitatif incroyable à se bâtir, à se construire, et donc à investir dans la société. Donc, il y avait une ristourne, là, comme chez Desjardins, là, tout le monde en profitait un peu. Mais aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est te mettre sur une app de rencontre, puis tu as du cul. Oui. Donc, c'est pour ça que la plupart des gars font plus rien, vont plus à l'école, lisent plus de livres, tu comprends-tu, genre comme ne bâtissent plus nécessairement de projets, se laissent aller. Il n'y a plus nécessairement ce besoin-là de devenir supérieur aux autres d'une certaine façon. Mais même pas supérieur aux autres, c'est de devenir supérieur à soi-même. À qui on était nous-mêmes, mettons, hier, tu sais. Mais dans le sens où il faut qu'il ait l'air supérieur aux autres pour pouvoir attirer justement les demoiselles qui valent la peine. Ben ouais, je suis obligé de dire oui. Ça, c'est le phénomène de l'hypergamie chez la femme. Oui. Mais tu sais, c'est vrai aussi, aujourd'hui, tu sais, comme il y a des applications pour toutes, là. Tu sais, même moi, on s'entend, là, je suis sûr que tu as remarqué, là, je suis gros. Même moi, genre, il y a des applications des sites Internet pour personnes spécifiquement qui aiment les gros, tu sais. Ah ouais, t'as-tu des noms? Je suis curieux de ça. Ben moi, je suis sur Bigger City. OK. Il y a aussi, là, attends, j'ai comme un blanc du nom, Groomer. OK. C'est comme un peu Grindr, mais Groomer. Et, mais ça, c'est des applications gays, par exemple, guys. And Non, girls, non, ouais, là, non. comme- Grindr, évidemment, ça, Ouais. je le savais, là. Mais il y en a aussi pour les hétéros là, qui aiment les gros, Ouais. les grosses. Là. Puis si je veux juste du sexe, Ouais. je me plug là-dessus, je peux me pogner quelqu'un. Mais quelqu'un comme moi qui ne recherche pas juste ça, là, ça devient plus compliqué. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, je vais savoir où aller chercher le sexe. Fait que j'ai pas nécessairement besoin de statut social, là. Je veux dire, on s'entend que je suis un gars bien ordinaire là, dans la vie, là. Mhm. Fait que j'ai pas besoin de me monter comme ça et j'ai pas non plus nécessairement besoin de me montrer meilleur que les autres parce que je sais où aller trouver ce que j'ai de besoin. Tu sais? Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. OK. Puis de toute façon, comme je te dis, cette ère-là, elle est révolue. Puis comme je disais au show que j'ai fait mardi là, pour parler du même sujet, moi je disais que dans le fond, les mariages ne devraient pas être basés ni sur la raison, comme on disait à l'époque classique. Hein, Oui. on faisait des mariages arrangés parce que finalement, ça permettait d'unir des familles puis d'éviter des guerres, etc., etc. Après ça, il y a eu le mariage d'amour. Ça c'est venu avec les romantiques allemands et français. Puis ça, c'est vraiment une idée qui est très moderne, qui est devenue omniprésente dans la modernité avec les sitcoms comme Les Feux de l'amour et compagnie. Donc, le mariage, l'union d'amour, je l'aime, alors qu'on sait très bien que, comme nous explique Sonia Lupien, qui est une spécialiste internationale québécoise du stress, finalement, c'est en raison d'un cocktail d'hormones euphorisantes, dont l'ocytocine, qui est sécrétée dans l'organisme lorsqu'on rencontre une nouvelle personne puis qu'on copule allègrement avec elle, mais qui malheureusement s'estompe complètement durant les 2 à 3 premières années de la relation, ce qui fait qu'après 2 à 3 ans, là où il y a le plus de divorces, ou là où le pic de divorce surge, comme une pyramide, comme la pyramide de Gizeh, ça, c'est parce que justement, là, tu vois la personne telle qu'elle est. Donc, le cocktail d'hormones euphorisantes a été finalement absorbé par l'organisme. Et là, c'est le retour au réel qui souvent fait mal pour la plupart des couples. Au final, tu t'essuies la merde que tu as dans les yeux. C'est ça. Fait que le mariage d'amour, je ne crois pas à ça. Moi, je crois, là, je vais laisser faire le terme mariage, là. Moi, je crois au couple fondé sur la compatibilité. Puis la compatibilité, un des huge components de tout ça, c'est la personnalité. OK.
comprends? C'est que moi, en fait, je pense qu'une relation forte, donc une relation bien choisie, bien sélectionnée, c'est basé sur une belle connexion au niveau de la personnalité. Mais la connexion que tu dis, est-ce que tu parles plus de complémentarité ou de similarité? Moi, en fait, ce serait plus complémentarité, c'est plus le mot que j'utilise en général. Parce que finalement, je pense qu'on a besoin de nos similitudes et de nos dissemblances également pour que ça fonctionne, parce que les dissemblances, justement, comme font partie de cette idée-là de complémentarité. Tu vois-tu? Genre, puis là, dans le fond, on élimine les travers, on élimine les traumatismes unprocessed, on élimine, genre, tu sais, les gros défauts que, dans le fond, il faudrait que la personne aille en thérapie pour les régler, ça ne fait pas partie de l'équation. Mais tu sais, moi, je crois, par exemple, comme moi, je suis un créatif. OK? OK. Moi, je suis un créatif, je suis un intellectuel. Donc, c'est sûr que si je rencontre une fille qui est un peu plus terre à terre, qui est plus goal-oriented, puis qui est plus structurée, puis si je traduis ça en termes MBTI, ça voudrait dire, par exemple, un profil J, là, la quatrième des 4 lettres d'un profil MBTI, J pour organisation. Donc, moi, en OK. fait, les filles J, ça fait un bon ménage avec moi parce que moi, j'amène la créativité, donc j'amène le côté un peu plus entrepreneurial, j'amène le côté un petit peu plus, imaginatif. Puis elle, dans le fond, c'est plus pragmatique, comment organiser genre comme les projets puis les idées que moi j'amène. Tu comprends? Fait que dans le fond, les forces de un complémentent avec les forces de l'autre. C'est ça. Exactement. Puis, tu sais, comme au niveau du body count, moi, un truc qui me fait rire, c'est que, tu sais, je veux dire, les femmes en général vont préférer, mettons, un homme qui a un plus gros salaire, tu comprends-tu? Genre un homme qui est un peu plus drôle. Tu sais, elles vont aimer un gars qui va être capable, sans nécessairement les écraser puis être condescendant puis les humilier, c'est pas du tout ça, mais elles vont aimer être surprises. Elles vont aimer pouvoir s'abandonner à un gars, mais en tout respect de la chose, tu comprends? Tu sais, c'est-à-dire, elles vont aimer pouvoir admirer et respecter profondément l'homme avec qui elles sont puis le vanter à leurs amis, là. Tu comprends? Ça, c'est quelque chose de très féminin. Il y a quelque chose qui est ressorti aussi quand je parlais à mes amis, c'est les femmes ont beaucoup aussi un gros besoin de passion. Faut que ça sied de la passion, du passionnel, puis du, tu sais, au départ, là, at least. Ça aussi, ça les embarque, genre. Ouais. Puis un truc que les jeunes hommes ne savent pas, c'est qu'elles aiment aussi se faire mettre copieusement. Donc, elles aiment le bon sexe. Elles recherchent des bons amants. Ça, les jeunes hommes, ils ont bien de la misère avec ça, tu comprends? Et c'est effectivement quelque chose que je suis au courant, mais malheureusement, une autre affaire que certaines de mes amies, il y en a quelques-unes qui disaient qu'ils sont bien corrects, sont comblés, tout ça, mais en même temps, qui va aller stouler son chum, tu sais? Mm. Mais, tu sais, j'ai certaines de mes amies qui sont comme, tu sais, c'est dur de trouver un gars qui est capable, là. Tu sais, Ouais. Puis souvent, il faut que tu te rabaisses à quelque chose. Puis j'ai une de mes amies, à un moment donné, justement, elle a été sur une date avec un gars. Je ne mentionne pas de nom, là, mais je compte quand même l'histoire. Elle a été sur une date avec un gars, tu sais, puis ils se sont embrassés la première soirée, tout ça. Puis elle a dit, le gars, il embrasse crissement mal, mais il est drôle, c'est un bon gars, fait qu'on va voir où ça va aller, tu sais. Fait que ça devient une espèce de... On dirait que j'ai comme un peu cet œil-là que les jeunes demoiselles vont se contenter d'eux parce que c'est dur de trouver ce qu'ils veulent exactement, genre. Ça, tu vois, c'est un truc qui fait augmenter le dit body count des jeunes demoiselles. Parce que techniquement, pourquoi est-ce que cette fille-là, c'est tout simplement pas dit dans le fond, j'annule le truc. Je cancelle la manœuvre. Tu comprends? Parce que le gars, s'il y a une incompatibilité au niveau du baiser, on sait qu'un baiser, c'est pas juste une technique, c'est également un mélange de salive, donc un mélange d'informations génétiques qui renvoie à quelque chose qu'on appelle l'histocompatibilité, c'est-à-dire que plus deux patrimoines génétiques sont, je vais dire opposés, mais en fait, il faut plutôt le comprendre comme complémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont, Oui. ils sont différents, mais donc complémentaires. Ça veut dire que, dans le fond, vous allez transmettre à votre enfant un bagage génétique plus complexe, plus riche, plus sophistiqué, donc avec une plus grande immunité. Et en général, les gens qui ont un bagage génétique trop similaire au nôtre, justement, on va ressentir ça au niveau de l'odeur et du goût de ces personnes-là, genre, déplaisant. Fait que c'est pour ça que c'est important, puis ça c'est des médecins puis des gens des scientifiques qui le disent, c'est qu'on ne devrait pas justement avoir de rapports sexuels ou se forcer à avoir des rapports sexuels avec des gens qui n'embrassent pas bien ou qu'on trouve qu'ils n'ont pas une bonne odeur. C'est pour ça que mon cousin m'embrasse mal, c'est parce qu'on est trop proche génétiquement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Excusez.
Ouais, elle est bonne, elle est bonne. Là, j'imagine tous mes cousins qui écoutent, qui doivent se dire de qui parle, lui, Calice. Excuse-moi. Hey, pour en revenir à ce que je disais au début de tout Oui, ça, oui, c'est que excuse-moi. moi, en fait, tu sais, je veux dire, moi, regarde, moi, je l'ai dit de toute façon toute la semaine, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un body count de 15. OK. 15. Puis l'affaire, c'est que je me rends compte que à peu près toutes les filles avec qui j'ai été, toutes les filles que j'ai rencontrées ont des body counts plus élevés que moi. OK? Puis j'ai personnellement des amis qui sont dans le sang en montant. OK. Puis tu vois, genre, c'est que moi, je pose jamais cette question-là. Jamais. Je veux pas le savoir. Moi, je m'intéresse à comment la personne me traite, comme disaient les latins, hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant. Donc, je regarde la qualité que j'ai avec la relation dans le moment présent. Puis l'affaire, c'est que les filles me posent quand même la question. Ça, OK. c'est un phénomène sur lequel j'ai réfléchi, puis j'en ai accouché d'une théorie qui s'appelle la théorie de la déculpabilisation. C'est que la femme espère que j'ai un body count plus élevé qu'elle, donc comme ça, elle peut se revirginiser. Comprends-tu, genre? OK. Elle peut se sécuriser dans sa féminité en se disant, bien finalement, la représentation du monde qu'on m'a vendu, que l'homme est un obsédé sexuel par défaut, puis que les femmes ont plus de self-control à ce niveau-là, est encore valide. Mais à chaque fois que je leur donne mon body count, je vois leur visage se liquéfier. Comprends-tu? Et elles n'étaient pas préparées à entendre ça. Donc, pour elle, c'est comme pour la plupart des demoiselles, c'est gros un 15, là, c'est ça? Non, non, l'inverse. Ah, l'inverse, c'est peu, c'est peu. Oui, leur visage Passé, se OK. liquéfie parce qu'elles elles en ont un plus gros que moi. Ah, OK. Fait que là, on en OK. revient à l'idée de le gars a un plus gros char, il fait plus d'argent. Les femmes sont attirées par des hommes qui font toujours un petit peu plus qu'elles. Puis là, on parle juste au niveau quantitatif, on parle pas au niveau qualitatif. Puis l'affaire, c'est qu'avec le body count, c'est que ça me fait rire parce que là, les filles, en moyenne, se retrouvent avec des body counts plus élevés que les hommes, toujours en moyenne. Pourquoi? À cause de la règle de Pareto, que 80% des femmes se mettent allègrement, mais avec 20% des hommes. Donc, OK. donc, les gens qui disent que ça ne fonctionne pas mathématiquement, c'est faux. Parce qu'il y a 20% d'hommes dans la société qui ont des body counts de genre 500 en montant, là. Il y en a, là, comme un ex-candidat d'OD qui disait qu'il était rendu à 275 il y a 4 ans, puis il avait arrêté de compter. Le gars a genre 24 ans. OK? Ça, il y en a, là. Mais l'affaire, c'est que c'est toujours les mêmes gars qui couchent avec 80% des filles. Puis là, pendant ce temps-là, il y a plein de gars qui se ramassent avec des body counts de zéro, de plus en plus. Tu surveilleras les commentaires YouTube et à tes abonnés aussi. Si, mettons, vous allez voir des vidéos sur le body count, il y a genre Pearl qui fait des vidéos là-dessus. Il y a des podcasts aux États-Unis qui sont excellents, dont un qui s'appelle Whatever Podcast. OK. Il parle beaucoup de cette topic-là. Puis dans les commentaires, c'est que tu lis, puis souvent, il y a des gars qui disent moi, j'ai un body count de zéro. Des hommes qui sont dans la mi-trentaine. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un jugement, mais je trouve ça triste un petit peu, tu sais. Non, c'est pas un jugement, c'est de la compassion. Ça doit être mais écoute, puis déjà, regarde, moi j'ai perdu ma virginité sur le tard parce que j'ai pas compris tout de suite qu'il y avait des places que je pouvais aller qui aimaient les gros, tu sais, comme ça m'a pris un délai avant de les trouver, ces places-là, tu sais. Et je trouvais que j'ai perdu ma virginité, j'avais 21 ans, tu sais, on s'entend. J'ai perdu à 20 ans. Ah, normalement, les hommes hétéros la perdent plus jeune, mais c'est bon. Ben, les hommes gays aussi. Les hommes gays aussi, oui, oui. Oui, mais écoute, je l'ai perdu à cet âge-là, puis déjà, je me sentais mal, genre comme, hey, j'ai 21 ans, j'ai jamais eu du sexe, ça va être quoi, genre, ça va-tu être de même toute ma vie? J'ose même pas imaginer comment je me sentirais si j'étais rendu à 30 ans avec un zéro puis rien pantoute, là. Non, moi, je suis exactement sur la même ligne que toi. C'est pour ça que dans les sondages qui ont été faits, des sondages scientifiques à l'échelle mondiale, mais bon, c'est vrai, en Europe et en Amérique du Nord, qui sont les sociétés qui nous touchent le plus. Donc, le nombre idéal, c'est 12. 12. Ben, t'es pas loin. Moi, dans le fond, moi, j'ai un body count qui est tout à fait sain et normal. Mais est-ce que ça te nuit avec les demoiselles? Est-ce que tu vois que ça fait comme peut-être que je ne daterai pas à cause de ça, genre? Que ce soit parce qu'ils trouvent trop petit par rapport à ce qu'elles y ont, là. Oui, est-ce que ça te dérange? Deal breaker OK. lié à ça en tant que tel. Mais le gros problème, en fait, c'est que pour moi, c'est que si, mettons, je pogne une fille qui a un body count de 50 en montant, la grosse affaire, c'est qu'on a eu 2 vies sociales et affectives très différentes. Okay. Souvent, c'est des filles qui ont fait beaucoup de one night, qui ont été dans des bars, qui se sont ramenés des gars, parce que c'est pas des relations là, à 50 et plus. Non, c'est ça. Il y a du one night là-dedans, là. Il y a des flings.
Fait que moi, j'ai pas vraiment eu ça. Je dis pas que j'ai pas couché avec une fille 2-3 fois, puis ça a pas mené nulle part. Ça, c'est à chaque fois, j'étais tout le temps déçu, puis je me disais, ah, c'est de la merde. Mais parce que c'était pas ça que je voulais non plus, hein. Mais bon, ça m'est arrivé. Mais tu sais, pour moi, c'est comme un échec, tu comprends? Mais il y en a qui voient ça comme une réussite. Il y en a que c'est un mode de vie. Fait que moi, c'est comme en partant, la façon dont je vois ça, c'est qu'on a eu comme 2 modes de vie différents. Tu sais? Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est comme, tu sais, moi, en fait, je veux une fille de la même grandeur que moi. Je veux une fille qui a un body count similaire au mien. Je veux pas une fille qui est vierge. Ça m'intéresse pas. Là, regarde, je vais en faire du racisme. Je ne voudrais pas d'une fille vierge. Donc, une femme vierge, mettons une femme vierge qui te suit, qui écoute cette vidéo-là, elle fait Waouh, ce beau bonhomme-là, il a une belle barbe, c'est un lumber sexual, il a des beaux yeux bleus. Puis là, dans le fond, elle déciderait de m'écrire pour me faire une offrande sexuelle, puis elle est vierge, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé, désolé. Mais c'est correct en même temps. Mais ça, de toute façon, l'attirance sexuelle ou whatever, je pense que c'est pas quelque chose qui se discute, là, que tu sois pas intéressé par les vierges, que tu sois pas intéressé par les gros, que tu sois pas intéressé. Tu as le droit d'être pas intéressé, puis il n'y a personne qui peut te forcer à être intéressé à quoi que ce soit. Là. Comme sinon, c'est fucking weird. Mais en même temps, moi-même, en tant parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels plus âgés qui vont rechercher beaucoup les jeunes. Les plus jeunes homosexuels, puis ceux qui commencent dans leurs expériences. Puis moi j'ai pour mon dire, moi, quand ça goûte le pipi, là, trippe pas. Quand ça goûte le pipi, c'est quoi? C'est que le gars s'est pas lavé avant? Ou? Non, c'est que le gars est trop jeune. C'est une expression. C'est métaphorique. Oui, c'est métaphorique. Ça goûte le pipi parce qu'il fait encore pipi dans sa couche. Là. Il est trop jeune, tu sais. Ouais. Attends, une question que j'ai jamais posée à aucun gay. Vas-y. Mais Chris l'a vu que je vais en profiter. Oui. Des éjaculateurs précoces chez gays, chez les jeunes gays, là, des nouveau-nés, des doit en avoir. Ben oui. Fait que là, tu pognes un gay nouveau-né, tu fais juste y toucher à la graine, puis il est venu, c'est plate. C'est plate en esti, oui. C'est pas la meilleure chose, mais tu sais, il y a quand même d'autres affaires aussi. Ça dépend si tu es confortable avec le terme top et bottom. Oh, oui. OK. Fait que c'est sûr que s'il est bottom, t'as quand même du leeway pour t'amuser quand même après, tu sais, parce que t'as du jeu. Mais si c'est lui le top, tu sais, la soirée va être longue longtemps, là. Là, c'est comme, au début, tu lui dis, gars, fais juste venir une fois rapidement sur mes fesses. Après ça, repose-toi un petit 20 minutes, recharge, puis on en repart. Donc, quand tu pognes un précoce, des fois, il est précoce la deuxième fois aussi. Il y a des gens comme ça qui ont un peu de la misère à se contrôler, malheureusement. Ben, pas malheureusement, mais pas que tu peux contrôler. Hey, là, j'ai l'impression de pédaler, là. Mais parce que je connais des hommes avec qui j'ai déjà couché que eux, ils peuvent décider quand ils éjaculent, genre. Moi, ça, c'est quelque chose qui me perturbe. Ah oui, l'homme, je pense qu'il appelle ça l'homme, pas multi-orgasmique, mais genre l'homme tantrique, un truc comme ça, là. Oui, je sais pas, mais c'est lui qui va te demander, tu me le dis quand tu veux que je vienne, parce que si tant que tu me le dis pas, je peux continuer on and on and on and on, genre. Je pense que c'est lié au muscle. Je pense que c'est lié au muscle du périnée. Ah, ça. Il existe des livres un peu comme le Kama Sutra par rapport à ça. C'est un muscle qui se trouve entre l'anus puis la base du scrotum. Puis, dans le fond, comme si tu entraînes ce muscle-là, tu peux comme retenir une éjaculation puis la release quand tu veux. C'est une question comme d'entraînement. Là. Mon ancien podcast que tu n'as pas connu, tu aurais sûrement aimé ça, c'était peut-être un petit peu plus proche de ce que tu fais avec la grosse maladresse. Oui. On rencontrait des gens pour parler de sujets un petit peu plus sérieux, mais là, le problème, c'est que mon co-animateur, lui, il s'en allait vraiment trop dans le sérieux, puis moi, je m'en allais trop dans le trolling. Fait que c'est ça qui a causé la déconnexion. Là, ça, on s'appelait Apollon et Dionysos. Moi, j'étais Dionysos, évidemment. Puis oui, c'est la première année, en fait, on travaillait avec un logiciel. C'était pas Zoom, c'était Riverside.fm. Puis ça nous permettait, genre, d'enregistrer justement comme des vidéos puis du son de high quality. Puis moi, je faisais le montage en post-prod. Puis hey, je me souviens de l'époque où c'est que je cotais toutes mes puis mes ci, puis mes ça, puis je détestais me réécouter. Puis ça a été une libération, en fait, quand on est passé sur StreamYard. Là, Tu vas voir StreamYard, c'est un charme. Là. Moi c'est MeToo parce que j'ai tendance à... J'ai une mauvaise habitude, puis c'est un tic que j'ai. Je me racle la gorge. Et avant, je le faisais, puis ça devait être désagréable pour mes invités, mais je le faisais même quand ils parlaient. Mais à cette heure, quand je sens que j'ai le raclement qui vient, je me mute. Comme ça, j'ai même plus besoin de l'éditer. Mais bref. Mais oui, j'avais vu aussi dans tes... Parce que là, en plus, tu me parles de quelque chose. J'avais vu, justement, je ne me rappelle pas quelle vidéo, mais tu montrais un peu la section qui avait été un peu trop too much pour
ton co-animateur, là. Oh oui, tu c'est sais, ce là, que, c'est ce que j'appelle la séquence de l'effondrement facial. Oui, exactement. Et j'avais trouvé ça quand même assez cocasse là, parce que tu vois vraiment dans son visage qui est comme, mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Mais oui, j'avais trouvé ça assez drôle, assez cocasse. Mais pour en revenir au body count, Ouais. une autre affaire que je voulais peut-être mentionner, mais vraiment, quand je parlais à mes autres amis homosexuels, c'est vraiment, ils m'ont presque vraiment tous répondu quelque chose qui ressemblait à une affaire de straight. Et quand je leur demandais de s'expliquer, ils disaient, ben, c'est parce que les mœurs des homosexuels, on va s'entendre, c'est pas les mêmes mœurs que les hétérosexuels. On a une libération sexuelle un petit peu plus explosée, mettons. Mais ça en revient aussi à ce que je disais, c'est qu'un homme s'attache moins facilement sur le plan émotionnel. D'ailleurs, on va dire qu'un homme est attaché à sa mère et ensuite de ça à sa femme. Puis, tu sais, sa femme, il n'est pas supposé en avoir 100 000. Là. Fait que, tu sais, Non. c'est comme. Fait que l'affaire, c'est comme. En fait, l'homme est sur le plan émotif ce que la femme est sur le plan de l'intensité sexuelle. Donc, les hommes sont en général à 7-8 sur 10 en termes d'intensité sexuelle à l'année longue. Et Ouais. les femmes, sauf lorsqu'elles sont en période ovulatoire, elles sont à genre 4-5, mais en période ovulatoire, elles sont à 9 ou 10 sur 10 en OK. termes d'intensité sexuelle, tu comprends? Puis les gars, en fait, un gars ne s'attache pas 80, on va dire, mettons 95% du temps. OK? Il faut à droite Oui. à gauche, puis il reste en rien pour personne, ne s'attache pas. Il commet ce qu'on appelle des délits de fuite, c'est-à-dire des walk of shame, il s'en va, puis bon. Mais s'il tombe, il s'amourage de une, la one it is, comme ils disent dans la communauté de la séduction, la one, this is the one. Donc là, il est dans marde. Parce que s'il s'attache à genre the wrong one, donc la mauvaise bonne, ben là, il se met dans marde en crise. Puis on sait qu'il y a des gars qui se sont mis dans marde de même, de s'être amourachés de la mauvaise fille qui a profité d'eux et compagnie. Parce que souvent, tu sais, je veux dire, les femmes qui vont plaire, là, je veux dire à des gens qui ont un peu mon type, tu sais, des intellos un peu créatifs, que finalement, comme, tu sais, moi, je fais peur aux gens en général, donc c'est difficile de... C'est difficile de convaincre une fille de vouloir embarquer dans mon monde et d'embarquer dans ma game. Mais Donc, t'as à cause d'un côté, sans vouloir t'insulter, mais tu as quand même un côté un peu intimidant, tu sais. Justement, ouais. de par ta verbe, de par la façon que tu t'exprimes, tout ça, c'est quand même, tu sais, comme. Oui. Je J'ai peux comme une comprendre. malédiction depuis ma jeunesse, c'est que j'ai tendance à attirer des freaks. Puis le problème, c'est que puis à une époque, j'étais fier de ça. J'étais content. J'étais comme, j'adore les freaks. J'étais comme Jack Kerouac, là, genre de Misfits and the Freaks. Genre, we are the vanguard of the humanity, whatever. Puis à un moment donné, en fait, c'est que j'ai compris que 99% des freaks sont des gens avec des traumas infantiles non résolus, avec des troubles de la personnalité, des gens autodestructeurs qui sont pas capables de faire confiance, qui ont pas de... Tu comprends-tu? Fait que là, à partir de là, j'ai comme déchanté. Mais le gros problème, c'est qu'en surface, les freaks sont toujours, pour un type comme moi, plus intéressants, plus stimulants, plus entraînants que les gens normaux qui feraient pourtant de meilleurs partenaires relationnels. Puis l'autre affaire, c'est que les freaks, souvent, ont des body counts beaucoup plus élevés que les gens ordinaires. Oui, mais je peux comprendre cette stimulation-là qu'un freak, comme tu dis, ou une freak peut amener parce que tu t'es stimulé avec quelqu'un comme ça, là. Tu as une stimulation mentale puis de tout ce qui se passe autour aussi, là. Je veux dire, j'ai eu une période de temps où, malheureusement, j'ai moi aussi côtoyé quelques freaks de mon côté, mais ça n'a jamais été nulle part, heureusement. Mais non, il y a quelque chose de stimulant, puis je comprends, là, mais c'est quand tu rends compte que tu es dans ce pattern-là, puis que ça ira probablement jamais dans quelque chose de sérieux ou que ça sera jamais the one. Ou comment tu sors de ton pattern si c'est les gens qui te stimulent? Tu Ouais. sais, il y a ouais, ça non, je sais, aussi, là. ça prend une grosse réflexion sur soi. Puis en fait, je pense que, ben là, je vais en revenir un petit peu au MBTI. Je sais que c'est pas notre Oui, sujet, mais tu vas trouver ça intéressant. Là. Puis en fait, je oui. suis sûr que tu auras envie de faire un show là-dessus un jour avec peut-être moi ou un autre invité. Donc, on a tous 4 fonctions cognitives actives, puis 4 qui constituent ce que Jung appelait notre shadow. Donc finalement, notre personnalité inconsciente qu'on gagne à intégrer, toujours selon Jung. Tu as une question? Oui, Jung, est-ce que c'est lui qui allait avec le principe de persona? Oui, c'est ça. OK. Oui, Vas-y, ça a été continue. un ami de Freud dans sa jeunesse, puis ils se sont brouillés les deux, puis le gars a constitué, si tu veux, sa propre forme de psychanalyse, entre guillemets. OK. Puis les tests de personnalité, dans le fond, lui, il était un pionnier de ça.
Et, euh, et donc, euh, et donc, l'affaire, c'est qu'on a tous 4 fonctions cognitives. La quatrième, c'est ce qu'on appelle la shadow function. Donc, elle se manifeste uniquement dans les périodes troubles de nos vies. La première, c'est notre dominante. Elle apparaît très tôt. Donc, déjà, en étant enfant, on peut savoir quelle sera la fonction dominante d'un enfant sans connaître son type parce qu'elle se manifeste très tôt. Ensuite de ça, tu as tranquillement pas vite la fonction auxiliaire qui vient calibrer la fonction dominante. Mais tu as également la troisième fonction qui, elle, on dit, elle apparaît en milieu de vie. Et ça, cette fonction-là, c'est une fonction qui est extrêmement importante parce que souvent, elle vient comme un peu comme la 13e note dans le film Le Parfum, là, la 13e fragrance qui vient comme puissancer les 12 autres. Mais la troisième fonction, c'est celle qui vient comme puissancer ta fonction dominante, ta fonction auxiliaire. Comme moi, par exemple, ma fonction dominante, c'est l'intuition. Okay. Fonction auxiliaire, la pensée. Puis là, je te laisse faire le introversif, extroversif, ça va être trop compliqué pour rien. Mais ma troisième fonction, dans le fond, comme elle pourrait être traduite par l'empathie. OK. Puis c'est une fonction, tu sais, là, j'ai 35 ans, puis je peux te garantir que quand j'étais début vingtaine, j'en avais pas trop d'empathie, là. Moi, l'affaire, c'est que si tu me suivais pas, tu comprenais pas ce que je disais ou tu me trouvais whack, dans ma tête, t'étais juste un fucking low IQ, là. T'étais un low IQ, tu me retardais, tu comprends-tu, genre, t'étais un poids mort. Puis après ça, ben, en développant mon empathie, notamment en faisant des trips de moche à forte dose, j'ai unlock the possibilities of the mind. Et là, j'ai commencé finalement à m'intéresser aux gens. Ce que je ne faisais pas avant. Puis ça m'a énormément aidé puis à faire ce que je fais aussi parce que, en même temps, en tant que podcasteur, on travaille avec les gens, veux pas. Oui. On a besoin de nos crowds pour avancer. Donc, il faut leur prêter une certaine... il faut leur prêter attention, mais aussi respect. Fait que tu dis que tu as développé ton empathie après coup d'un peu plus tard dans la vie, dans le fond, et que ça t'aidait dans ton podcast. Et j'allais poser la question, est-ce que ça t'aide dans ton trolling aussi? Est-ce que tu as l'impression qu'avoir cette empathie-là, ça rend ton trolling encore plus high IQ? Exact. En fait, l'affaire, c'est que mon trolling a toujours, sans vouloir me vanter, été high IQ. Ça n'a jamais été le problème. Mon trolling aujourd'hui, c'est qu'il est à la fois high IQ, mais high EQ. Donc, emotional quotient. OK. Fait que tu as rajouté une couche par-dessus aussi. Exact. OK, cool. Excuse-moi. C'est ça. Dans le fond, c'est que j'ai appris comme à troller les gens d'une manière que je sais qui va leur être profitable. Donc, au lieu de leur imposer un troll monolithique, massif, tu genre qui pourrait avoir certains effets bénéfiques sur certaines personnes, mais d'autres néfastes chez d'autres. Là, je veux dire comme, tu sais, mettons, cette personne-là, je ferais pas... En fait, l'affaire, attends. Pour être honnête, la façon dont je fonctionne, c'est que je teste les limites des gens avec qui je suis. Okay. Mais une fois que j'ai topé la limite, je la franchirai plus jamais. Ça, pour moi, c'est un contrat moral que j'ai avec mes amis. Je leur dis, écoutez, moi, je suis un trickster, je suis un troll, je suis un provocateur. Je suis assumé, j'ai un podcast qui s'appelle Troll Academy, donc à ce moment-là, c'est pas comme si genre j'étais un énergumène là, anonyme sur Internet. Non, je suis affiché sur mon vrai nom, tout. Mais il n'y a personne qui va m'empêcher d'essayer de provoquer, puis il n'y a personne qui va m'empêcher d'essayer, comme Moïse, de briser les tables des lois du statu quo, whatever. Je vais le faire. C'est naturel pour moi. Mais une fois qu'une limite a été établie, je ne la transgresserai plus. Puis dans ma dernière fréquentation, tu me diras qu'est-ce que tu penses de ça, OK? Oui. J'ai transgressé une limite, puis c'est clair, là, je veux dire, je ne le remets pas en question, c'était évident. Écoute, on est en train de copuler, justement. Oui. Puis là, dans le fond, écoute, on tombe sur le sujet que, écoute, c'est fou, là, on est en plein coït, puis on tombe sur le sujet, oui, on est en train de parler en plein coït, mais on est deux intellos, tu sais. Oui. Puis là, on tombe sur le sujet, excuse-moi, ça fait 4 fois que je répète, oui, on tombe sur le sujet, on tombe sur le sujet, Bon. Moi, j'aime ça, tomber sur les sujets. Elle avait un frère qui est mort à 9 ans. OK. Oh mon Dieu. Donc là, dans le fond, comme elle se retire de sur ma queue, tu comprends? Parce que là, on est comme, ouais, là, c'est rendu un petit peu trop gore. Oui, effectivement. Fait que là, on décide, on prend une pause, puis là, on commence à unpack un peu la situation que son frère est mort quand il avait 9 ans, je pense qu'il y avait une malformation congénitale, whatever. Puis là, attention, ça s'en vient. Puis là, moi, je m'en vais faire... Il y avait une malformation au poumon, je pense. Il y avait quelque chose au poumon. Fait que là, moi, je dis, ben Chris, c'est quand même une bonne affaire. Imagine qu'il aurait vécu jusqu'en 2020, qu'il aurait attrapé la COVID. What? Je suis content que tu étouffes un rire. Parce que, tu vois, je sais que cette blague-là est complètement colonne. Que je suis en train de rire de la mort du frère d'une personne dans un contexte loufoque. Oui. Ça n'avait pas sa place. Puis, tu sais, la fille me l'a reproché vertement par après, puis blablabla, puis elle avait été comme blessée, voire quasiment traumatisée de ça. Puis là, tu sais, je veux dire, ça s'est résolu après.
de façon profitable pour les deux parties. Je lui ai expliqué que, tu sais, comme je retransgresserais plus jamais à ce niveau-là. Mais tu vois, j'avais testé la limite à ce moment-là. OK. Mais l'affaire, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, il y a des gens que je vais essayer de gauger un peu, que je me dis, comme, il y a certaines choses que je sais que je pourrais pas dire. Tu sais, mettons, tu sais, je veux dire, tu sais, comme Tommy Godet, qui a passé sa soirée hier à rire de moi et de mes acolytes. Lui, tu comprends-tu, quand je l'avais reçu sur mon show, j'ai compris en une fraction de seconde que c'est le genre de gars à qui je pourrais rien dire. Faire aucun troll, jamais dépasser les lignes, tu comprends-tu, genre jamais sortir des sentiers battus. Je sentais que c'était quelqu'un qui était complètement prisonnier de la doxa, là. OK, fait qu'il fallait pas que tu t'ailles trop loin, t'as gagé sa limite tout de suite, dans le fond. Oh oui, lui, ça se sentait, là. Il y a comme un côté de moi qui, puis là, c'est peut-être quelque chose qu'on va parler probablement plus sur ton podcast à toi, mais il y a un côté de moi qui, d'une certaine côté, quand je me fais troller de façon intelligente, là, je parle pas des trolls de merde qui sont comme la majorité, mais moi, quelqu'un va me troller puis que je vais trouver ça drôle ou que je vais avoir, que je vais trouver ça intelligent, différent ou at least original. Je veux dire, il y a des gens qui m'ont fait du mauvais trolling, mais je les ai trouvés tellement originales que, écoute, je les ris. Tu sais, je veux dire, la personne qui a été mettre en message à un moment donné sur mon truc que c'était pas du sang que j'avais, mais de la sauce à Big Mac, je l'avais jamais entendu. Je l'avais jamais entendu, puis je l'ai trouvé crissement drôle. Mais d'après moi, il n'est pas original. Il est trop. Le troll est trop. Le format est trop crafté. Tu sens que c'est un truc qui doit circuler sur les internets depuis longtemps. Mais c'est la première fois que tu l'entendais, donc ça le fait mouche. Exactement. Tu sais, moi surtout, tu sais, quand t'es gros, quand t'es obèse, t'es tout entendu, là. Fait que si tu m'en sors une que j'ai pas entendue, là, tu frappes un bon pilon, tu sais. Tu frappes un bon pilon, mais j'ai appris depuis longtemps à rire de moi-même aussi. Puis, tu sais, je veux dire, comme moi, de mon côté, je l'ai toujours dit, là, on ne se cachera pas, là, on va appeler un gros, puis un obèse. Là, je veux dire, je ne vais pas essayer de faire croire à personne que je suis mince dans la vie, là, ça ne marchera pas. Hein? Mais la question, écoute, moi j'ai été gros jusqu'à l'âge de 21 ans en passant. J'ai été intimidé beaucoup pour ça durant ma jeunesse. On m'appelait le gros chose. Fait que ça, j'ai de l'empathie pour toi parce que je sais ce que tu as vécu. I know the drill from the inside out, déjà en partant. Mais là, la question pour toi, c'est j'ai l'impression dans ta façon de parler, puis là, on s'écarte du body count, on va y revenir. Oui. On se permet cette petite aparté-là parce que c'est un sujet dont je sais que tu as déjà fait un podcast là-dessus, puis tu en as déjà beaucoup parlé depuis le début du show. J'ai comme l'impression que tu essentialises un peu ta condition. Dans ta manière de référer à toi comme un gros, c'est que tu dis, moi, je suis un gros, je suis gros. Tu comprends-tu? Genre comme si c'était ta condition existentielle. Alors que moi, je te dis, j'ai été jusqu'à l'âge de 21 ans, puis check à ça. Oh, ouais, le muscle. Non, man, ça, là, c'est un gars qui pesait 240 livres fat à 20 ans. Oh my God, OK. J'ai renversé à vapeur. Fait que t'es retourné de l'autre sens. Exact. Mais l'affaire, c'est que souvent, c'est un réflexe que peut-être qu'on développe. J'ai remarqué ça aussi chez beaucoup de personnes grosses. Souvent, on va le dire avant que l'autre personne ait la chance de le dire. Fait que souvent, on va dire ces choses-là parce que si ça sort de moi, ben au moins, ça ne sort pas de l'autre. Allô? OK, là, je suis revenu. OK. Bizarre. Mon ordinateur a décidé d'être possédé par Satan pendant 2 secondes. Puis ça m'a fait perdre. C'est sûrement moi qui t'ai hacké parce que Satan est réputé d'avoir le même profil psychologique que moi. C'est toi, Satan! Oui! Et il va falloir qu'on règle une affaire. Moi, là, parce que je suis des pénis, je m'en vais en enfer, puis tu ne m'as pas donné de bonus, là. Puis il y en a d'autres qui te vendent leurs armes pour des bonus. Il est où mon bonus? Non, mais ça, c'est Dieu qui a décidé ça. Ça, j'ai rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui a décidé ça, que les gays allaient en enfer. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, mon ami. Ben oui, mais là, je veux un bonus, moi, quand t'as y aller, tu sais. Calice, excuse-moi. Bref, oui, j'ai perdu où je t'ai rendu. On pourrait imaginer que l'enfer, c'est comme une prison. C'est comme une prison dans laquelle tu te fais enculer non-stop. Ben écoute, rendu là, si c'est ça l'enfer, je vais y aller, j'ai pas de problème. L'enfer serait le paradis des gays. Exactement. Nous autres, on va être sur le party en bas au show, genre, puis vous autres, Nous, on va se faire enculer. Vous jouerez de la musique. Vous jouerez de la musique avec vos petites ailes, là. Oh my God. Bref. Juste du monde avec des hauts body count en enfer en plus. Exactement. Mais de toute façon, si t'es rendu en enfer, ton body count, il va monter en esti, là. Ça n'arrêtera plus, là, un après l'autre. T'es toi-même rendu un body count. Exactement. Oui, bref, ben, on en est revenu au body count, écoute, mais écoute, on arrive pratiquement à la fin du podcast. 1 heure, ça passe quand même relativement vite.
Surtout quand on a du plaisir. Puis, encore une fois, je m'excuse, mais quand tu parles, tu as vraiment une verbe merveilleuse. Genre, je suis comme jaloux des mots que tu utilises. Des fois, je suis comme. Genre, bref, mais ça, c'est un problème mental, là. Mais gars, man, je vais te dire, moi, honnêtement, je trouve que tu t'exprimes bien aussi. Mais on doit avoir des profils psychologiques contrastés comme toi. Je te vois plus comme un NF. Moi, je suis un NT. Moi, je suis vraiment un intello, là. Moi, je suis un C'est intello, quoi intello. NF? C'est quoi Ben, c'est NF? ça. En fait, NF, c'est les deux lettres centrales d'un profil MBTI. Puis NT puis NF, c'est relativement rare. NT, c'est les analystes. Donc, c'est vraiment les intellos, c'est les penseurs, c'est les gens qui sont dans le concept, dans l'idée, qui construisent là, leur pensée, leur argumentaire sous une forme, je vais t'en sortir un beau mot, là, sous une forme architectonique. C'est des cathédrales gothiques intellectuelles, tu comprends-tu, genre, qu'on fait. Puis toi, en fait, si, mettons, tu es un NF, ben, tu le passeras ton MBTI, tu m'en reviendras là-dessus, on pourra en parler peut-être dimanche, vite, vite. Puis NF, dans le fond, c'est un type plus idéaliste, plus intéressé par les gens. C'est des gens aussi qui vont chercher la concorde, qui vont chercher à faire en sorte que les gens soient heureux autour d'eux, que, tu sais, comme, etc., etc. Fait que dans le fond, comme toi, dans le fond, tu es plus dans une approche morale de la vie, puis moi, je suis plus dans une approche intellectuelle analytique. Logique, genre, c'est comme la science versus La religion, dans un sens, là, mais pas moi- vraiment, là, mais on va dire la Oh! spiritualité, la philosophie. Tu viens de Ouais. m'insulter! La religion, tu m'as comparé à la religion! Ah! C'est c'est- Excuse-moi. c'est la dichotomie habituelle, là, tu sais, la science Oui. versus la religion. Non, mais Ouais. tout ça pour dire que, tu sais, je trouve que tu mets les gens à l'aise, c'est plaisant de te parler. Ben, T'es quelqu'un de merci. simple, t'es pas stupide non plus. Je trouve, tu sais, tu t'exprimes bien. Bon, là, c'est sûr que des fois, tu te déparles un petit peu, puis ça m'arrive aussi sur mon podcast, ça, c'est normal. C'est la job d'animer, puis etc. Oui. Mais tu sais, je pense qu'on est complémentaires, justement, pour reprendre un terme qui est revenu à quelques reprises durant le podcast, là. Oh, merci. Écoute, mais merci pour les compliments. J'aime ça. Ça fait plaisir, man. Parce que moi, l'affaire, c'est que les gens ont plus de la misère à connecter empathiquement avec moi parce que je suis verbomoteur, puis je suis un intello, puis tu sais, j'utilise des termes complexes que les gens ne comprennent pas. Fait que je crée ce que les roboticiens japonais appellent, un autre beau mot encore pour toi, un phénomène de uncanny valley. Je ne sais pas d'où ce mot-là vient, la uncanny valley. Je, C'est je, une espèce je- de métaphore d'homme préhistorique qui arrive en bas d'une montagne, puis là, il est comme oh. En tout cas, la uncanny valley, c'est le moment où les robots se rapproche tellement d'une forme humanoïde ou que l'intelligence artificielle se rapproche un peu comme dans le test de Turing, tu vois-tu, genre comme que tu oui. t'intéresses à une IA au travers d'un mur, puis que tu n'es pas capable de dire hors de tout doute s'il s'agit d'un être humain ou d'un IA, ça veut dire que la IA est devenue finalement humanoïde ou peu importe. Ben c'est ça, il appelle ça le phénomène de la uncanny valley. Fait que OK. moi, je pense que moi, je génère ça un peu chez les gens. Ben, t'embarques là-dedans. Peut-être, moi, je pense que oui. Je pense que ça fait du sens de la façon que tu m'expliques ça. Oui, Mm. oui. On ne sait pas c'est quoi ton body count, puis vraiment, Écoute, écoute, je fais partie malheureusement de ces gays qui n'ont pas compté leur body count. Et il ne doit pas en avoir tant que ça qui compte, là. écoute, c'est parce que si on parle juste sexuellement, étant donné que, comme je t'ai dit, il y a un site pour les gens qui aiment les gros et que quand je l'ai découvert, j'ai eu une phase très, disons-le, j'ai eu une phase très salope. C'est comme une fille post-break-up durant un été qui découvre Tinder. Ah, écoute, je te dis, il y a une semaine où j'ai eu un gars différent chaque soir, là, comme, OK. c'est ça. Et quand j'essayais de compter, j'étais rendu à 20, puis j'ai fait, OK, je vais arrêter là, parce que j'étais comme mal à l'aise moi-même avec mon chiffre. Fait Ah que je ouais. me suis dit, je vais compter en relation amoureuse à la place. Ah, Un. ben là. Ah, c'est ça. Ça retombe à. Oh, ouais. Je tombe, écoute, ça tombe à un bon chiffre, je trouve. Mais moi, d'après moi, de toute façon, mettons entre 20 à 50, là, ton body count, genre, d'après moi, ça doit Oui. être relativement bas dans la communauté gay, là. Oui, écoute, relatif, c'est quand même très bas, là. J'ai la plupart des amis que j'ai qui sont qui correspondent plus à la beauté que la société s'attend des hommes. Mm. Écoute, leur body count, là, c'est over the top, là. Tu Puis sais, moi, comme. tu vois, par rapport à une petite pensée comme ça en vrac que j'ai suscité, on va dire, en faisant mes Oui, recherches par rapport à la question, c'est que j'en suis venu à un point où je me suis rendu compte que
le body count va devenir systématiquement un problème si tu abordes toutes tes rencontres sous l'angle de this is the one. Et je vais être en relation avec cette personne-là, un peu comme un musulman, par exemple. J'ai entendu un musulman dire sur un podcast l'autre fois, We Muslims don't date. We don't date. We just don't do it. Tu comprends? Parce qu'eux autres, c'est comme, ils rencontrent une fille, puis si elle leur plaît, ils vont l'épouser. Ils vont aller demander sa main à son père, puis that's it, c'est légal, c'est fait, elle est mariée, ils sont mariés. Ça finit là, ils ne datent pas. Puis, tu sais, moi, en même temps, je me dis, mais c'est parce que je sais pas si c'est mon petit côté, genre comme White Knight, mais j'arrête pas de voir des filles sur Internet qui se plaignent que les gars sont pas sérieux puis ils veulent pas s'engager. Blablabla. Moi, je suis un gars qui est prêt à s'engager. C'est sûr que je suis pas facile. En fait, non, je m'en reprends. Moi, je suis low maintenance. Je suis un gars qui est low maintenance parce que je suis très autodéterminé dans le sens que je fais ce que j'ai envie de faire. Je parle beaucoup comme. J'ai pas besoin qu'on me pousse dans le cul pour que ça avance. Mais le problème, c'est que les gens ont de la misère à suivre. T'sais. Fait que ça, c'est autre affaire. Mais en réalité, je suis quand même low maintenant. J'ai pas besoin de beaucoup de soins et d'attention, en guillemets. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est difficile de rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais être en relation, mais j'ai tendance à aborder le truc en me disant comme si je rencontre quelqu'un qui m'intéresse, ben, c'est juste comme. Moi, je préférerais être en relation. D'un point de vue, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que c'est plus simple d'être en relation avec une personne. Tu développes quelque chose, c'est sérieux, tu as une garantie, tu comprends? Puis c'est plus facile aussi si, mettons, tu as ce lien-là de confiance, tu as ces espèces de promesses-là quand même verbales, de dire, on est ensemble, donc on travaille ensemble, on veut vraiment se donner. Moi, je trouve que ça amène une certaine garantie, ça amène un confort mental. Mais là, je suis en train de me dire que je vais devoir peut-être prendre un step back par rapport à ça, puis me dire que vu en 2023, genre, vu le dating market aujourd'hui, ben, c'est plus ça que les gens veulent, vraiment. Je vais arriver, puis je vais me dire, comme, je vais juste comme fréquenter des filles pour le fun, pour m'amuser, puis là, à ce moment-là, le body count ne me dérange plus. Ben, c'est ça, c'est que ça ne devient plus nécessairement important. Mais tu sais, en même temps, tu ne me sonnes pas de la façon que tu en parles, puis de la façon que j'ai vu, tu ne me sonnes pas comme le genre de gars qui trippe one night, selon ce que j'ai compris. Pas du tout. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel, mais peut-être sans nécessairement gauler pour une relation. Moi, personnellement, puis là, je parle de ce que moi, mais tu sais, moi, je gaule pas pour une relation, puis je gaule pas pour des one night. Je vais gauler pour, justement, une personne avec qui je peux avoir confiance, avec qui je peux avoir un bon lien d'amitié, puis que ça matche sexuellement aussi, tu sais. Je veux dire, puis on va voir où ça nous mène après, tu sais. Mais en même temps, c'est peut-être dans la culture homosexuelle, il y a quand même une liberté un peu plus grande aussi. Je ne sais pas s'il y a cette liberté-là dans le monde hétéro, là, de faire ça de cette façon-là, je veux dire, là. Ben là, tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses qui poussent dans cette direction-là, tu sais, le polyamour, le couple ouvert, on en entend parler de plus en plus sur les podcasts québécois. Il y en a une, Chloé Fit Gamer, je pense, qui a poussé ça de l'avant. Elle, dans le fond, elle est en relation depuis 13 ou 14 ans avec son mari. Ils avaient 2 enfants ensemble. Puis là, c'est un peu comme, c'est en fin de relation. Je pense que c'est 2 personnes qui ont été très longtemps ensemble. Ils n'étaient pas prêts comme à se séparer de but en blanc. Donc, ils ont décidé d'y aller un petit peu plus progressivement. Puis pour se détacher, bien, finalement, ils ont pratiqué le mariage ouvert. Parce que là, comme quand tu commences à coucher avec d'autres personnes, bien, tu dilues finalement l'attrait ou l'intérêt que tu as pour ta personne principale. Puis à un moment donné, ben, dans le fond, tu n'as juste plus d'amour. Puis là, tu peux te séparer à l'amiable. Parce que, tu sais, ce qui fait mal quand tu te sépares, c'est quand tu n'es pas préparé, tu sais. C'est pour ça qu'il y a bien des gars qui se font avoir, parce qu'en général, c'est les femmes qui mettent fin aux relations. Ce qui fait que souvent, le gars, c'est un peu comme Hitler quand il a appris qu'il était refusé aux Beaux-Arts. Il a écrit dans Mein Kampf, oui, j'ai lu Mein Kampf. Je l'ai lu beaucoup trop jeune, d'ailleurs, j'avais 17 ans à l'époque. Il dit l'annonce de mon échec m'est apparue comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Mais il y a bien des gars qui ne comprennent pas ça, parce que l'affaire, c'est que la fille, quand elle crisse là, elle, ça faisait 1 an qu'elle cuvait ça. Ça faisait 1 an qu'elle se préparait en moyenne. Tu sais? Puis là, le gars, il vit une peine d'amour. Mais en fait c'est comme si, mettons, tu avais vraiment de la compassion pour l'être aimé avant de te séparer, justement, comme. Je pense que, tu sais, comme pour des relations, on va dire quand même de plus de 2-3 ans, là, aller vers une séparation, ça peut être bon de faire un couple ouvert, ironiquement. Parce que justement, ça va vous aider à vous détacher progressivement sans que ça soit là, une coupure de cordon ombilical, là, tu comprends? Ben, c'est un peu ce qui s'est passé dans ma dernière relation, la seule relation que j'ai eue. On a quand même été ensemble pendant 9 ans. Ça a quand même long, été. Oui. Et, mais tu sais, dans les 2 dernières années,
on agissait plus comme juste des amis qu'un couple. Puis, il n'y avait plus de désir sexuel, il n'y avait plus tout ça. Et on s'est dit, OK, ben, on va essayer de sauver le couple, peut-être qu'on va essayer d'ouvrir, peut-être qu'on va essayer de tout ça. Et les 2 dernières années de notre couple, c'est juste nous deux qui essayaient de retransformer cette amitié-là, la retransformer en couple. Mais tu sais, au OK, final, ouais. ça Ouais. c'est juste pas arrivé. Fait Ouais. que, tu sais, d'avoir cette conscience-là, c'est important aussi. Mais c'est sûr que si ça t'arrive du jour au lendemain que la personne, justement, comme ça fait 1 an que je pense à te laisser, puis elle t'arrive de même du jour au lendemain, puis que toi, tu es comme en amour par-dessus tête, par-dessus cul, tu es comme, je comprends que le cœur te brise en esti, là. Ben ouais. C'est jamais facile. Moi, regarde, je peux te donner une anecdote personnelle aussi. Donnant. Oui, oui, oui. Égalitarisme radical. Donc, moi, ma dernière fréquentation, qui est assez récente, elle a pris fin. C'est une fille que j'estimais beaucoup. C'était une intellectuelle. Fait que c'est rare. Là, moi, en général, le besoin d'avoir des conversations intellectuelles, c'est quelque chose que je dois toujours outsource. Donc, exporter de ma relation principale pour avoir ça avec des amis. Puis parfois, des fois, certaines amies virtuelles, des filles que je ne vois pas, mais dont mes compagnes sont quand même jalouses. Là. Oui. Puis dans le fond, cette fille-là, malheureusement, c'est qu'elle était très introvertie. Fait qu'elle n'était pas capable de me gauler. Elle n'était pas capable de gauler mon énergie. Puis on a essayé parce qu'on s'appréciait beaucoup, puis on voyait quand même un certain potentiel. Mais c'est allé chier nulle part à cause de ça. Puis là, comme à la fin, elle me proposait en fait d'être amie avec bénéfice. OK. Moi, j'ai dit, je pourrais peut-être accepter amie, mais sans bénéfice. Parce que là, la situation, c'est que, justement, comme je te disais, amie avec bénéfice, ça ne fonctionne pas dans la réalité. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elle va chercher quelqu'un avec qui elle va pouvoir être en relation. Fait Mais que là, à un tout. moment donné, on va juste comme délayer la vraie séparation qui va avoir lieu quand elle ou moi allons rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, moi, dans ma tête, c'est que je me dis, tu sais, mettons, je rencontre une fille. OK? Puis là, on imagine une bonne fille. Là. Tu comprends-tu? Genre pas une Oui. proche, là. Puis là, dans le fond, il faudrait que j'y dise qu'en fait, j'ai une relation friends with benefits avec mon ancienne fréquentation. À laquelle je vais mettre fin parce que là, je vois qu'il y a du potentiel entre nous. Mais tu sais, je me dis, autant une fille dans cette situation-là qu'un gars, mettons, une fille me dirait comme ah, je fréquente mon ex, on a une relation avec bénéfice, en attendant que chacun rencontre quelqu'un, mais là, je vois que ça pourrait se développer avec toi, fait que je vais mettre fin à ça. C'est un turn-off. Oui. Oui. Fait que moi, j'ai pour mon dire comme Chris, est-ce qu'on move on de la notion même de couple? Pas juste de mariage, de couple. Puis on se dit, OK, on veut plus être en couple. Tu sais, à 35 ans, ça commence, ça s'en vient envisageable. Tu sais. Mettons, j'ai rencontré une fille qui me dirait, tu sais, moi, dans le fond, j'ai plus d'intérêt à être en couple, à être in love. Puis amie avec bénéfice, ça me conviendrait parfaitement. Pas parce que je vais être dans l'attente de rencontrer quelqu'un d'autre, vraiment sur la longue durée, ad vitam. Je serais comme, là, ça me semblerait parfait. C'est comme ça que je suis à l'aise dans ma vie, dans le fond, genre. C'est ça. Mais c'est très rare. Ça prendrait quelqu'un de mature, ça prendrait quelqu'un qui a vécu ses expériences. Puis, premièrement, quelqu'un qui accepte ça parce que c'est pas encore autant si tant accepté que ça non plus. Là, ouais, c'est ça. Des fois, tu vas dire ami avec bénéfice aux gens, puis là, ils vont faire comme. Puis tu veux quelqu'un aussi avec du contrôle. Là. Moi, dans le fond, je voudrais pas être une amie avec bénéfice qui fait comme toi, qui se ramène un nouveau gars chaque soir. Excuse-moi. Ben non, mais déjà, moi non plus, le pire, c'est que moi non plus, j'en veux pas, là. Puis, tu sais, comme, ma passe à l'op, je l'ai eu, là, comme, c'est fini. C'est fini. C'est dans mon passé. Tu sais, moi, de toute façon, tu sais, comme couple ouvert, j'ai un bon ami qui est en couple ouvert depuis 6 à 7 ans, puis sa relation va bien, fait que tant mieux pour lui, c'est pas une critique que j'y fais. Mais tu sais, eux autres, leur couple ouvert, c'est basé sur le fait que c'est juste du cul. C'est ça qu'ils se sont dit depuis le début, c'est leur règle de base, c'est que c'est vraiment juste pour du cul. Ils n'embarquent pas de sentiments là-dedans. Là. C'est ça. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Juste du cul. Fait que l'affaire, c'est que moi, je serais plus à tendance polyamoureuse, si tu veux. Fait que dans un truc Friends with Benefits, moi, je serais plus dans une logique polyamour, mais pas l'espèce de vision bizarre, incompréhensible, post-humaine, de genre, on s'aime toutes, gars et filles ensemble, on est genre toutes pansexuels, je sais pas trop quoi. Non. C'est comme, je serais en amour avec 1, 2, 3 femmes en même temps. Moi, ça serait ça pour moi être polyamoureux. J'aurais 2 à 3 relations en même temps qui seraient toutes complémentaires, puis qui ferait que j'aurais une existence synthétique. Genre, j'aurais une vie amoureuse stéréophonique. Là. Ça serait beau. Ça serait une symphonie de Beethoven. Tu comprends? Parce que souvent, comme une seule personne ne peut pas te combler au complet. D'où le principe de outsourcing. Exactement. Et c'est ça que la plupart des personnes polyamoureuses que je connais me disent, comme
je peux pas être comblé par juste une personne. Si je suis capable de combler tous mes besoins par 2, 3 personnes, pourquoi pas? Et écoute, Ah oui, si ça fonctionne, ça fonctionne. Je veux ah oui. dire, l'important, c'est toujours d'être à l'aise. Toujours d'être à l'aise puis d'assumer ce qu'on fait. Même si je dis ce conseil-là puis que je ne le suis pas tout le temps, mais écoutez ce que je dis, c'est pas ce que je fais. Ah oui. Écoute, on a dépassé un peu beaucoup, puis il n'y a rien que je veux jeter dans tout ce qu'on a dit. On a pété la scène du temps. Oui, exactement. Écoute, comme tu sais, parce que je t'ai averti au début avant d'enregistrer, je finis toujours mes podcasts avec des conseils / recommandations de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Ben oui, ben en fait, je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà dit dans le podcast, parce que je n'étais pas préparé, puis c'est du tac au tac, puis je pense que c'est le meilleur conseil que j'aurais donné, c'est la formule de Jung qui disait « Vous devez intégrer votre shadow ». Donc, puis tu sais, moi, je suis un troll, tu sais, je suis un trickster, je suis un gars qui aime le mischief, comme disait un des plus grands trolls de notre histoire, évidemment, Malo Yiannopoulos, qui est un ex-gay. Hein? Malo est un ex-gay, il est allé jeter son anneau de fiançailles de 175 000 dans le volcan qui est servi au Mordor dans Oui, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et Malo mais qui a ouvert récemment une clinique de conversion d'homosexuels. Ah, mais ce gars-là, en fait, lui, en fait, c'est mais un evil troll. c'est-tu... high IQ, evil troll. Mais attends, c'est-tu du trolling ou c'est vrai? Ah non, c'est du trolling. Voyons OK, donc. OK. Je suis sûr que ce gars-là continue à se faire péter à la scène comme un de défoncer au crack, là. Il a juste fait ça. Il a juste fait ça en pensant que ça allait le permettre de le réintégrer dans le mainstream, mais je pense que c'était juste trop trash. Ah non, non, moi je suis convaincu qu'il est toujours gay comme un pinson, là. Maintenant, au Canada, les thérapies de conversion, c'est rendu illégal depuis 2022. Je ne me rappelle pas quand, en 2022. Bravo Canada. Mais, tu sais, la plupart des gens qui sortent là-dedans, après ça, ils fake d'être hétérosexuels. Mais Chris, Ouais. si tu savais le nombre de personnes qui sont quand même fifs après, là. Ben oui, ben oui. Il y a plusieurs victimes là-dedans, là. Parce que moi, dans le fond, je pourrais me ramasser au lit avec un gars. Je veux dire, ça m'intéresserait pas, mais je veux dire, c'est pas impossible. Je pourrais le faire. Mais l'affaire, c'est qu'un mois, j'aurais pas de plaisir. Mais la personne, elle n'aura pas non plus, là. Ben non, c'est ça, parce que. Si moi, j'ai pas de plaisir, tu sais, je suis comme une femme qui fait l'étoile dans un lit. Ça ressemblerait à ça. Je serais comme, bon, ben là, comme, qu'est-ce que je fais, tu comprends? Là, je suis hétéro. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, je voudrais être top, mais en même temps, comme je suis amorphe parce que j'ai aucun désir là-dedans, ben là, je serais du genre à être bottom. Mais je serais un Christ de bottom plat, tu comprends? Hey. Puis en plus, s'il y a une chose que les gays aiment, c'est les hétéros qui veulent essayer. Hein? Oh my God, ouais, tout est Oh my God! Hey, là, tu dis ça, là, puis t'as une file qui se fait en avant de toi, là. Ah ouais. Écoute, Ouais. bref. Mais... En tout cas, regarde, moi, mon conseil, ça va être ça. Oui. Intégrer votre shadow puis aller troller. Oui. Allez, tu sais, je veux dire, là, vous allez me dire, allez troller, pourquoi je ferais ça? Ben, non, faites-le de façon consciente. Faites-le de façon volontaire, de façon assumée, de façon high energy, comme disait Donald Trump. Faites-le dans la grande lumière. Faites-le en toute connaissance de cause. Dites-vous, je vais aller sur Internet, puis je vais aller faire des. Je vais aller un peu comme. Je vais aller faire des blagues, mais plus que ça, je vais aller comme choquer un peu le statu quo. Je vais aller essayer de faire voir aux gens, comme le professeur Keating, comme je dis souvent dans la Société des poètes disparus, qui a fait monter ses élèves sur son pupitre, essayer de faire voir au monde les choses de façon différente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers dans des idéologies, dans des billets de confirmation, et leur vision du monde est réitérative. C'est un circle jerking comme ça. Ça tourne sur soi, puis ça évolue jamais. Donc, le troll, c'est quelqu'un qui arrive, puis qui fout le bordel là-dedans, puis qui permet aux consciences d'évoluer. Donc, faites-le, essayez-le, allez sur Internet, allez troller, puis aussi, écoutez mon show, Troll Academy, qui est sur toutes les bonnes plateformes, dont YouTube. Et j'allais justement embarquer là-dedans. Écoute, c'est le moment de plugger tout ce que tu veux pour où est-ce que les gens peuvent te retrouver. OK, ben moi, en fait, c'est facile de se ramasser sur plein d'affaires puis de s'éparpiller. Puis là, rendu là, c'est soit tu as plein de plateformes où c'est que mais c'est inactif parce que finalement, ça te prendrait des techniciens pour vraiment comme développer chacune de ces plateformes-là. Moi, en fait, si on veut me trouver, c'est simple. C'est sur YouTube que ça se passe. Donc, j'ai des podcasts format long, j'ai des shorts. Des shorts, j'en mets le plus souvent, à peu près chaque jour. Donc, il y a toujours du nouveau contenu ou à peu près qui vient. Donc, YouTube, Troll Academy. Ça, c'est vraiment la bonne place pour avoir accès à tout le matériel. Par contre, si vous aimez le trolling raw, là, le trolling brut,
puis que ça vous intéresse de découvrir c'est quoi une gang de trolls ensemble, vraiment, là, des trolls organisés, des trolls high IQ, des trolls qui savent ce qu'ils font puis qui aiment ce qu'ils font, ben venez me rejoindre sur mon groupe Facebook. C'est là que je veux massifier le plus de gens. Donc, c'est Troll Academy, élever le niveau. Ça, c'est le nom du groupe Facebook. Attention, il y a la page aussi. Le groupe, il y a un point d'exclamation à la fin d'élever le niveau. Donc, faites une demande d'adhésion. Rejoignez-nous. C'est là que vous allez avoir le meilleur troll en ville. C'est vraiment nice. Ensuite de ça, je suis sur Twitter. Évidemment, parce que depuis que Elon Musk a repris la business, c'est la meilleure place pour troller dans toutes les plateformes qui existent. Là, je suis bloqué de Facebook de toute façon pour 30 jours. Mon compte n'est pas... Parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai posté sur mon groupe. Fait que là, écoute bien ça. Ça, c'est une twist de Zuckerberg. C'est que quand tu te fais suspendre pour quelque chose que tu as posté sur un groupe, ton profil n'est pas suspendu, mais tu ne peux plus poster sur tes groupes, starter de live, puis tes publications sont dans le néant. bottom, là. Pendant, genre, je pense que j'étais à 60 jours. Fait que là, je ne peux plus démarrer de live sur Facebook, mais bon, c'est pas grave, je fonctionne pareil avec YouTube et Twitter, parce que Twitter, là, on peut opérer. Donc, c'est ça. J'ai un compte Instagram, mais ça, c'est vraiment juste pour troller les Instababes puis les influenceurs. Fait que c'est pas une plateforme qui est parfaitement développée. Puis j'ai toujours, oui, le Patreon. Donc, le Patreon, oui, ça, si dans le fond, vous aimez ça, le trolling, si vous découvrez une nouvelle passion et que vous voulez, dans le fond, vous en voulez plus, venez sur Patreon parce qu'il y a du contenu exclusif sur Patreon, ce que j'appelle les capsules du trolling. Et ça, c'est pour les gens qui sont avisés et qui savent vraiment. En fait, c'est vraiment des gens qui veulent explorer, mais aussi élever le niveau de leur trolling parce que, dans le fond, les capsules que je fais, j'essaie de produire ce que j'appelle une trollosophie. Donc, j'essaie d'apporter une densité philosophique au trolling. J'essaie de donner une méthodologie, comment troller efficacement, c'est quoi les mauvais trolls, etc., etc. Puis ça, c'est exclusif pour mes abonnés Patreon. Voilà. Et comment troller intelligemment? Oui, surtout. Mon Dieu, j'ai eu une paire de couilles qui m'a poussé tout d'un coup. Et là, notre ami de la grosse maladresse oui. va voir comment ça se passe du trolling IIQ. Quand l'épisode va sortir, ça va l'épisode va déjà être fait. Nous, notre podcast, ça va être en direct. OK. Mais après ça, ça va être sur YouTube. Mais quand tu fais tes directs, après ça, ils sont quand même là, ils restent là dans live, right? Fait que allez le voir dans live, je vais être là avec lui. Puis... Dans la première partie, on va explorer plus avant le trolling ensemble. Bon, pourquoi tu fais des podcasts, puis tout ça. Parce que ça, dans le fond, mon idée, c'est que je veux faire connaître les trolls au monde. Parce que les trolls ont la réputation d'être des gens anonymes qui sont dans le sous-sol chez leur mère et qui se cachent comme des pusillanimes. Ben moi, je veux révéler les trolls au monde. Voici un troll et on va y parler. Oui, il existe. Il a des besoins, il a des désirs. Il a une vie. Donc, j'aime ça parler aux trolls sur cet angle-là. Et dans la deuxième partie, on va aller troller sur les interwebs. Ouais. On peut-tu troller Éric Duhem? Excuse-moi. J'ai un problème avec lui, je vais sûrement t'en parler. Mais ça, c'est triste parce que le problème, c'est que souvent, c'est des gens que, tu sais, leur milieu d'origine, leur famille, mais pas que la famille proche, mais tu sais, comme toute la communauté, finalement, n'acceptait pas leur homosexualité, donc ils l'ont réprimé. Ils l'ont réprimé, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est ce que Freud nous enseignait, c'est que tout ce qui est réprimé finit par ressortir, puis souvent de manière violente et explosive. Et oui, et à un moment donné, tu pètes ta coche. Et c'est un peu aussi pour ça que souvent les gays, au début de leur homosexualité, vont avoir une sexualité débridée parce que d'avoir gardé ça en dedans tellement longtemps, puis là, ça sort, tu te sens libre, fait que tu veux juste comme sauter dans le tas, là. Tu sais, c'est comme tu veux tout, là. Oh ouais, c'est ça, là. Mais tout. C'est comme quelqu'un qui s'ouvrirait, un peu comme nous, là, à la sexualité sur le tard, puis il se dit comme, OK, c'est possible pour moi aussi, là. Exactement. C'est comme, oh my God, j'en veux plus. Puis tu as l'impression que tu veux rattraper tout ce que tu n'as pas fait avant aussi. Mais bon, ça, écoute, il y a des traumas dans n'importe quel sujet. Hein? Justement, ça, c'est une affaire dont les gens ne parlent pas suffisamment. Parce que ça, c'est dommage, on n'en a pas parlé dans le show, mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais tu sais, je veux dire, les traumatismes sont beaucoup liés à la question du body count. Parce que chez la femme, entre autres, un traumatisme peut avoir deux conséquences. Soit la frigidité, qui est celui qu'on assume en général. Tu sais, je veux dire, une femme traumatisée serait frigide sexuellement. Il y en a, évidemment, bien sûr. C'est une composante. Mais on oublie souvent que beaucoup de femmes hypersexuelles sont également traumatisées. Puis moi, en fait, je n'ai connu que ça. Ben non, attends, je m'en reprends. Toutes les femmes que j'ai connues
qui avaient des body counts extraordinairement élevés, avaient des daddy issues sévères. Puis c'est comme beaucoup de déni de réalité. Là. Arrête de me dire que t'aimes le sexe, man. Cette phrase-là est rendue complètement insignifiante à mes oreilles. Mais là, moi, j'aime ça, le sexe. Je peux pas m'en passer, mais là, à soir, je vais être obligé de sortir et de me ramener un random dude. Ben, tellement! moi, dès que le podcast finit, ça je fais, là. Je m'en vais dans un bar, puis yo, comment? Non, c'est pas vrai. Le sexe, tu trouves quelqu'un avec qui tu es compatible, tu prends ton temps, vous bâtissez une belle relation de confiance, de mutualisme ensemble, puis là, tu vas avoir du bon sexe. Merci, bonsoir. Et il ne faut pas avoir peur de dire à l'autre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Arrêtez de faire semblant que vous aimez quelque chose si vous ne l'aimez pas et vice-versa. Mais là, écoute, oui, parce que là, écoute, le podcast est fini. Mais... Oui. Ça me fait rire. Il y a juste un truc que je veux te donner en terminant, ça me fait mourir de rire. Tu sais que le Doc Mayou avait lancé un truc il y a quelques années qui s'appelle le programme PIP. Le programme Donc, le Doc Mayou a une nouvelle mission, amener les femmes à jouir plus souvent à l'aide de son programme PIP. Permission, intimité, pratiquer et explorer. OK. C'est un des trucs les plus géniaux que Mayou a fait dans les dernières années, le programme PIP. Je vais aller checker ça parce que je suis comme intrigué. Le programme PIP, malheureusement, tu peux pas l'explorer avec des one night. Tu peux pas explorer ta sexualité sur un one night. Sorry, not sorry. Ben, ça, c'est la logique de manche prix M. Tu comprends? Genre, c'est comme Scarlett Johansson dans fucking Vicky Cristina Barcelona. Là. Tu rencontres un gars, puis là, oui, c'est un dieu du sexe. C'est Javier Bardem, tu comprends? C'est un beau monsieur cultivé. Puis là, dans le fond, comme... Tu sais, les femmes ont vraiment ce fétiche-là du prince charmant qui est un petit peu l'équivalent du Messie. Mais malheureusement, et tout comme Jésus, il... La grosse maladresse vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.